tu es le premier professeur universitaire en école à avoir fait un cours complet sur Bitcoin. Il y a eu pas mal de bugs aussi qui ont été corrigés par des membres de la communauté, etc. et qui auraient pu tuer Bitcoin. Et que beaucoup de Bitcoiners ne connaissent pas. Et ça doit être en 2014. Donc en fait, il y a le réseau va se scinder en deux. Il y a une partie du réseau qui est sur la nouvelle mouture, qui accepte des blocs. Puis les autres voient des blocs arriver avec une taille qui n'est pas la bonne, la refusent. Et on a d'un coup le Bitcoin qui se scinde en deux. Et là, il faut bien comprendre. Là, on a un vrai problème. C'est ce qu'on appelle une crise de split de chaîne. Si on se fixe sur ce que ça doit être, logiquement, une monnaie sans intervention humaine avec un principe algorithmique qui trouve des solutions, c'est mort. Bitcoin, c'est très approprié par la droite, l'extrême droite, de plus en plus d'ailleurs actuellement. Je peux vous dire que ce qui s'est passé cette année, c'est nouveau. Waouh! On a une élection et pour une fois, on n'a pas respecté le vote. Ça devrait choquer beaucoup de monde, tout ce qui est en train de se passer. Moi, ça me choque. Je vois que ça choque plus personne. J'aime bien, moi, quand même, aller mettre le nez dans le caca des bitcoiners, parce que c'est quand même des gens qui se revendiquent être des libéraux. Et d'un coup, ils en viennent à soutenir plein de gens d'extrême droite qui soutiennent la crypto. J'ai tendance à avoir des moyens de me protéger. Donc la saloperie, et Bitcoin m'offre cela. C'est un moyen de pression pour moi contre les gouvernements qui sont de moins en moins démocrates et qui sont de plus en plus dans la saloperie, quoi. Beaucoup de personnes pensaient que Bitcoin était anonyme, alors qu'en fait il est pseudonyme et surtout qu'on peut tout tracer et qu'on peut tout remonter. Quand on touche à cette question, c'est là où on voit l'absence d'espace de discussion. Entre le traitement médiatique de cette question, c'est les crypto-monnaies, c'est de l'argent sale, c'est de la vente de drogue, et que vous rencontrez le premier gendarme qui est cyber, qui s'occupe de ces questions, qui vous dit mais non, mais moi j'adore le Bitcoin parce qu'en fait c'est tellement transparent qu'on peut les choper les mecs. Vous vous dites il y a quand même un problème, quoi. Salut Maël. Salut Robin. Bienvenue sur le podcast de Cryptost. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi. Avec plaisir. Aujourd'hui on va parler de Bitcoin. Pour que je t'introduise un petit peu, tu es le premier professeur, on peut le dire, universitaire en école, à avoir fait un cours complet sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement et qu'est-ce qui t'a amené à Bitcoin et ensuite à donner des cours sur ce sujet-là? Bien sûr. Moi, je m'étais engagé dans des études d'économie à Nanterre. De l'économie institutionnaliste, et puis j'ai clôturé mon Master 2 à une période un petit peu chaude, c'était en 2008-2009, et effectivement on était en plein dans le début de la crise financière et bancaire, et donc ça a un petit peu induit ma volonté de continuer en thèse sur un sujet lié à la monnaie et à la banque, parce que j'étais quand même très peu satisfait de voir que des acteurs économiques qui avaient pris beaucoup de poids depuis 20 ans avaient fait quand même de grosses bêtises, et on s'en rendait compte, on payait les pots cassés, mais on ne les punissait pas, et c'était à nous, en fait, ceux qui n'avaient pas fait les bêtises, de payer pour eux, alors que eux-mêmes, si on regarde leur salaire depuis 20 ans, de bêtises, mine de rien, ils avaient accumulé beaucoup. Donc je m'étais dit... Ce qu'on dit privatisation des gains, socialisation des pertes. Et voilà. Ce côté de privatisation des gains et de socialisation des pertes, effectivement, me choquait beaucoup, donc je m'étais dit, tiens, je venais d'un mémoire de Master 1 et de 2 sur la question de l'environnement et de l'économie, et je me suis dit, mais je vais passer à autre chose, je vais passer à la monnaie, qui est chez Karl Polanyi, un auteur que j'apprécie, une autre marchandise fictive importante à comprendre pour comprendre le capitalisme. C'est dans cette démarche que je me suis lancé donc sur une thèse sur la socialisation du crédit, sur une réflexion un petit peu sur ce qui se passait dans le monde bancaire et financier et comment on pourrait changer les choses. Et fondamentalement, cette thèse a un petit peu... elle ne va pas aller jusqu'au bout parce que de toute façon, je n'ai pas de financement, donc il va falloir que je trouve des activités rémunérées. Mais il n'empêche que je m'intéresse à la monnaie, je fais mes recherches et je vais croiser, de par cet intérêt pour la monnaie, je pense dès 2011, Bitcoin. Mais effectivement, comme n'importe quel économiste, j'ai mes compréhensions de la monnaie, j'ai mes définitions, et quand j'entends les bitcoiners, dès l'époque, me parler de Bitcoin comme une monnaie sans confiance, sans centre, je me dis, bon, inintéressant, ça ne peut pas marcher. Enfin, la monnaie, c'est de la confiance, donc forcément, je ne comprends pas et je passe à autre chose. Et puis, c'est vrai que vers 2014-2015, je revois le phénomène apparaître, le phénomène n'est pas mort. Effectivement, là, je me suis dit, bon, c'est quoi ce truc-là? Je vais le lire. J'ai lu le white paper de Satoshi Nakamoto et j'avoue que, comme souvent, c'est là où je suis tombé un petit peu dans le trou du lapin. J'ai fait, waouh, c'est très intéressant tout ça. Donc, ça a l'air bien de la monnaie. Je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait pas de confiance dedans, mais bon. Pour le coup, ça me donne envie de réfléchir à cette question. Et donc, c'est par cela, en fait, par la critique un petit peu ultra-libérale de cette monnaie, où je me dis, mais c'est quoi ces gens qui arrivent en me décrivant une monnaie sans confiance, qui serait purement individuelle, qui ne se rapporterait à aucun collectif. Je me dis, j'ai envie de réfléchir à ça, j'ai envie d'observer ce que fait cette communauté. Et donc, c'est à partir de là où je me mets à travailler sur Bitcoin. Je me mets aussi à en obtenir, parce qu'assez vite, en fait, c'était dans mon ancien labo
On va faire une première présentation un petit peu fouillée sur la question. Et une des premières questions qu'on me pose, c'est « Mais alors, est-ce que vous en avez des bitcoins ?» Et j'avoue qu'à cette question, j'ai été un petit peu, ça m'a mis un doute en mode, mais je parle de quelque chose et effectivement, je ne sais pas ce que c'est en pratique. Donc, je suis aussi parti dans cette démarche pour réfléchir à Bitcoin, je voulais aussi savoir ce que c'était. Et d'ailleurs, pour la petite blague, de par mon cursus et de par mon engagement politique, j'étais incapable d'aller sur Internet, me créer un compte sur une bourse d'échange, parce qu'à l'époque, les bourses, c'était quand même vraiment pas mon dada. Et donc, de transformer de mon travail, de l'argent gagné par mon travail en Bitcoin, j'avais un peu du mal, donc je suis passé par du faucet. Donc, j'ai voulu travailler pour obtenir les premiers Bitcoins. Et Ok. c'est comme ça que j'ai obtenu mes premières unités de compte. D'ailleurs, à l'époque, c'est pas que Bitcoin, puisque moi, je suis tout de suite rentré sur les crypto-monnaies par l'idée du pluralisme. Donc, comme c'est en 2015, j'ai Bitcoin, mais j'ai plein d'autres coins qui existent, dont peut-être vos auditeurs ne se souviennent même plus. Mm. Feathercoin, Blackcoin, des petits coins qui ont été Mm. innovants à leur époque. Certains ont inventé le proof of stake, des chaînes plus légères et ainsi de suite. Mais voilà, je me suis Ok. mis dans ce milieu-là et ça Et, m'a permis de... et juste pour revenir sur le côté faucet, donc c'était vraiment l'époque où tu cliquais sur un bouton et tu récupérais du Bitcoin. Tu te rappelles à l'époque ce que c'était? Parce que on entend beaucoup parler de l'époque où Gavin Andresen donnait, Alors moi, c'était moi c'était pas 50 5, non, moi bitcoins, je c'était crois, pas, c'était pas en 50 bitcoins du 2010. tout. Moi j'étais en 2015. C'était vraiment quelques centimes à l'époque. C'était une dizaine de centimes. En Satoshi, je pourrais... Ah si, je pourrais te dire, parce que je sais qu'il y en avait qui étaient quand même, qui fonctionnaient bien. Je me souviens certains, pour un clic, tu gagnais quand même quasiment 2007. Ok. Euh, Donc là je me maintenant, souviens à avoir l'époque, joué. 15 centimes, ça ferait quoi maintenant? Ça fait peut-être 10 dollars. Ouais. Oh, 10 dollars Ça le a été clic, des c'est clics pas très mal. Ouais. rémunérateurs, mine de rien. Je me souviens même avoir joué à un jeu ridicule. À l'époque, je fais rentrer 80 euros de Bitcoin après 2 semaines de jeu. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ce serait peut-être Mm. beaucoup plus. Après, mon but, ça a toujours été vraiment de... Je suis D'en rentré dans le avoir pour milieu et de tester. découvrir vraiment. Ouais. Et j'en suis ravi parce qu'il y avait il y a cette accusation chez les crypto guys de... Alors, les académiques seraient des no-coiners. Donc, ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai que moi, de par ma démarche scientifique, c'est un argument qui m'interpelle. Je viens de l'économie institutionnaliste, mais je suis aussi beaucoup allé sur de la sociologie et de l'anthropologie économique, donc j'ai besoin d'aller voir les acteurs aussi. Et donc la pratique, elle est importante. Je ne peux pas parler de quelque chose qui serait complètement abstrait pour moi. Et par exemple, sur la pratique même des faucets, je peux dire que ça m'a appris tout de suite plein de choses pour appréhender ce que c'est qu'une UTXO, comment on gère les frais de transaction, quels sont les enjeux des frais de transaction. Ben moi, j'ai été mis dans le bain tout de suite parce que quand on récupère 700 à 1500 SAT par clic et qui s'accumulent sur votre propre wallet, vous avez des UTXO ridicules. Vous en avez des centaines et des centaines. Et pour pouvoir débloquer ces fonds, vous allez devoir payer énormément de frais de transaction parce qu'en fait, le nombre d'UTXO est énorme. C'est On donc va, très coûteux. on Et va en donc, parler un petit peu plus voilà. en profondeur après. Et donc, moi, ça m'a fait découvrir aussi comment il y avait des relations off-chain. C'est-à-dire que la plupart, pour éviter ce problème-là, accumulaient les SAT off-chain sur leur serveur. Puis quand on voulait un paiement sur notre wallet, on pouvait le déclencher. Et donc, en fait, par cette pratique, je vais aussi, moi, toucher du doigt plein de petites contraintes socio-techniques qui vont me faire comprendre en fait plein de petites mécaniques internes à la crypto. Et donc par ça, effectivement, je me suis intéressé à Bitcoin. J'ai commencé à regarder un petit peu partout quand j'ai vu Ethereum arriver. J'avoue, hein, je crois être un petit peu plus éthériste que bitcoiner. J'ai vraiment été enthousiasmé par la proposition parce que dans ma logique un petit peu militante, je trouve ça très bien de pouvoir rendre transparent et objectif l'argent et les rails monétaires. Euh, mais j'aimerais rendre transparent et objectif beaucoup plus d'autres rails. Et par exemple, les bitcoiners ils m'ont toujours dit qu'ils ne voyaient pas trop l'intérêt de pouvoir avoir des contrats en smart contract. Parce que limite, tant qu'on a la monnaie en bitcoin, c'est bon. Non, les contrats, ils vont rester obscurs. On va continuer éventuellement à avoir de la domination derrière ou des relations qui sont très asymétriques, ce que logiquement les bitcoiners ne veulent pas à travers leur réseau. Et donc, je trouvais intéressant de pouvoir en fait réorganiser la quasi-totalité de nos interactions via des smart contracts et ainsi de suite. Même si d'ailleurs, moi, je suis pas du tout technicien. Hein, je devrais peut-être souligner que mes mémoires de Master 1 et 2, c'est sur la théorie de l'environnement et de l'économie et sur la décroissance. Donc moi, je suis quand même d'une fibre profondément décroissantiste qui pense qu'effectivement le capitalisme est en train de bousiller, en train de brûler la bougie des deux bouts. Et voilà, et il n'empêche que je suis quand même tombé
dans Bitcoin, dans les cryptos, et je Ok. pense que c'est un outil intéressant pour ça aussi. Ok, c'est une critique, pour revenir sur le côté théorique, un petit peu théoricien, c'est une critique aussi qu'on peut faire, que font pas mal de gens sur les économistes actuels, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais travaillé, pour certains, qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis, et donc qui donnent des conseils sur des choses qu'ils ne comprennent pas forcément, en tout cas, qui comprennent de manière théorique, mais peut-être pas de manière vraiment Alors, là, moi, concrète. je vais être un petit peu entre les fesses entre deux chaises, parce que je vois... une des premières choses que j'ai quand même compris en rentrant dans ce milieu, c'est que j'étais quand même très très éloigné de l'idéal type de la personne qui s'y trouve. Mes engagements politiques, ma culture théorique et militante ne sont pas du tout celles partagées par le plus grand nombre dans le milieu de la crypto. Donc j'ai moi-même tout de suite entendu des gens qui me disaient, de toute façon les académiques, vous racontez des balles sur ce sujet, taisez-vous, écoutez-nous. Ah, moi, quand on m'a dit ça, je l'ai fait. J'ai fait OK. C'est vrai que j'ai entendu des bêtises de collègues, donc maintenant je vais vous écouter. Donc j'ai fait ça pendant quasiment 2 ans, j'ai épluché tout ce que je trouvais sur Internet. J'ai lu beaucoup de sources anglo-saxonnes, donc effectivement j'étais immergé dans l'alt-right américaine, parce que c'était quand même ces sources-là à l'époque. Et puis bon, je vais monter en compétence. À un moment, je vais être suffisamment compétent pour aussi attendre que, les gars, vous m'avez demandé de me taire, je l'ai fait, je suis monté en compétence, maintenant peut-être que je vais pouvoir reprendre la parole. Et attention, parce que vous nous avez demandé à nous, les économistes, de nous taire, mais vous avez vachement pris la parole, vous, pour parler d'économie, alors que vous n'êtes pas économiste. Les chefs d'entreprise, ils aiment bien donner des leçons aux économistes, mais c'est pas le même métier. Que les mecs aient envie d'engager du monde pour faire du profit, c'est leur boîte, soit. C'est pas ça le métier d'économiste. C'est pas de réussir une boîte, le métier d'économiste. C'est pas de faire du profit, le métier d'économiste. C'est une science qui réfléchit aux liaisons qui peuvent exister au niveau macro ou micro entre les actions des individus. Donc, faut pas se mélanger les pinceaux, quoi. C'est pas parce qu'on est chef d'entreprise d'une entreprise qui a réussi qu'on est économiste, qu'on sait ce que c'est que l'économie, en fait. Donc voilà, là j'ai envie de ramener chacun à sa place. Les coiners disent beaucoup de bêtises sur l'économie. Moi, quand ils me parlent de monnaie, je me tire les cheveux. Enfin, je veux dire, là, on nous sort toute cette... c'est une forme de mythologie libérale de la monnaie qu'on trouve quasiment partout dans toutes les sources Bitcoin. Et moi, oui, ça me dérange. Et c'est pas mon corpus, c'est pas ça l'histoire de la monnaie, en fait. Donc, comme moi, je suis scientifique, je pars de ce qui existe. J'aime pas qu'on invente. Mais effectivement, je vais demander aux économistes de la modestie, mais je vais demander aussi aux coiners un petit peu de modestie. Je vais demander en fait peut-être que chacun essaye de s'écouter un peu plus. Parce que ça sert peut-être pas à grand-chose de se balancer des boulets de canon à chaque fois qu'on s'entretient les uns les autres. Parce que je pense qu'en fait, on a complètement saboté l'espace de discussion. L'espace de discussion sur la crypto-monnaie en France, c'est nul et non avenu. On peut pas en parler. On peut pas en parler entre proches. Après, c'est de plus en plus vrai sur tous les sujets, hein, de toute façon. C'est pas faux. Mais sur la crypto-monnaie, ça a toujours été le cas. Je veux dire qu'il y a une forme de durcissement social avec, effectivement, de toute façon, on est dans une société qui tolère tellement de choses. On est en plein génocide et personne ne dit rien. Donc forcément, oui, tu as raison de me dire que la société est devenue effectivement peut-être plus violente là, en ce moment. Mais il n'empêche que les crypto-monnaies aux États-Unis avaient des espaces de discussion. Il y avait des entrepreneurs, il y avait des banquiers qui s'y intéressaient. Nous, en France, ça a toujours été, enfin moi, en tant qu'étudiant, j'ai eu du mal à travailler dessus. Quand je suis prof, quand je vois des étudiants qui viennent à mon cours et qui me demandent s'ils peuvent travailler parce que je leur proposais de faire des exposés et tout, il y en a qui me disent, mais je voulais faire mon mémoire dessus, on m'a interdit de le faire. Et pour moi, ça c'est extrêmement problématique, parce que c'est d'abord et avant tout un objet scientifique. Donc on ne devrait pas dissuader des jeunes chercheurs de rechercher sur des sujets, même si c'est un sujet qui est mal aimé, quoi. Donc voilà, je pense que là-dessus, on a tous notre part de responsabilité. Je pense que les académiques ont leur part de responsabilité. Ils ont dit beaucoup de bêtises. Ils se sont beaucoup positionnés sur cet objet alors même qu'ils ne l'étudiaient pas vraiment. Et, ça se voit. Les positionnements sont pris dans les médias. Et il y a eu très peu de littérature académique intéressante et sérieuse au départ. C'était surtout des prises de position médiatiques dans Le Monde et ainsi de suite. Mais voilà, je pense qu'il faudrait peut-être apprendre à nous rediscuter ensemble, en fait. Parce qu'on a sûrement plus de choses à faire autour de cette technologie
parce qu'elle peut amener effectivement des problèmes. Elle est porteuse de risques, mais elle est aussi porteuse d'opportunités. J'aimerais bien qu'on rediscute tout à l'heure, si j'oublie, tu me le rappelleras, de est-ce que Bitcoin peut-il être de gauche? Est-ce que Bitcoin est compatible avec la décroissance, etc. C'est des sujets, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu Ça plus tard. marche. Mais j'aimerais revenir un peu sur l'origine de Bitcoin et comment est-ce qu'il s'inscrit dans l'évolution de la monnaie. Est-ce que tu peux revenir assez rapidement sur l'évolution de la monnaie et comment Bitcoin s'inscrit là-dedans? Et est-ce qu'on peut le considérer comme une monnaie? Alors, contrairement à la mythologie un petit peu coineuse et libérale de la monnaie, qui aime à présenter l'histoire de la monnaie comme une genre de longue flèche du temps, hein, les libéraux, ils aiment bien ça, hein. Il y a vraiment l'idée que le temps, c'est une flèche sympa, il n'y a pas de contingence, tout va très bien, tout va dans un sens unique, et c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment cette idée chez eux que la monnaie était matérielle, et puis elle est devenue immatérielle. On était dû au coquillage, puis après il y a eu l'or, et c'est pas du tout ça. Les premières monnaies, il n'y a pas plus immatériel, puisqu'on n'en a pas, en fait. Les chasseurs-cueilleurs, ils n'en ont pas besoin de monnaie manuelle. Ils ont de la monnaie, ils ont des chiffres qui permettent de comptabiliser ce que les uns et les autres font, pour savoir ce que les uns et les autres doivent obtenir en échange. Mais ça, c'est le chef qui le décide. Et c'est juste un calcul mental. Et donc, en fait, les premières monnaies, c'est des monnaies dites scripturales, c'est de l'écrit. Moi, quand j'étais tout petit, on nous disait que les premières tablettes d'écriture, c'est des tablettes d'argile avec des petits sigles où on ne sait pas ce que c'est dessus. Maintenant, on sait. C'était le nombre de têtes de bétail qu'il y avait. Donc ça, c'est de la monnaie, en fait. Ça compte des ressources, du capital, ça va permettre, en fait, à une économie d'émerger. Donc, dans des petites sociétés comme ça, vous avez de la monnaie. De toute façon, c'est de la répartition, il n'y a pas de marché. Le prix des choses, il n'y en a pas. C'est le chef qui choisit comment on répartit les produits des uns et des autres. La monnaie manuelle est introduite quand ces sociétés se complexifient un peu plus et que justement, elles vont devoir commencer à commercer ou échanger avec d'autres sociétés. Et là, il y a un problème de défiance. On ne se connaît pas, on n'a pas le même chef de village, donc il y a une méfiance qui se crée. Et donc, effectivement, là, on va pouvoir trouver des objets. Les coris, différents produits de base vont servir en fait, parce que là on a des produits qui vont servir de symboles politiques à ces différentes communautés pour échanger de la valeur. Mais c'est pas de la monnaie au sens libéral, c'est pas du marché, c'est des sociétés qui se donnent rendez-vous, qui font des échanges, les chefs établissent les prix. Voilà, c'est encore une fois, c'est une économie planifiée, si je dois parler avec des mots un petit peu contemporains. Et donc ça va rester, ça va être l'histoire quasiment du monde. La monnaie capitaliste avec une idée d'un marché où un offreur et un demandeur pourraient fixer seuls le prix sans référer à une entité supérieure, ça n'est plus tardivement. Encore une fois, en économie, en histoire économique, c'est toujours un peu compliqué de trouver des dates parce que ça dépend des sociétés. Vous allez avoir ce développement à Amsterdam, dans des zones comme ça où vous avez géographiquement en fait des zones de commerce internationaux. Mais voilà, donc la monnaie, c'est pas une flèche du temps, il y a des va-et-vient. Vous pouvez très facilement passer d'une monnaie manuelle qui peut être archaïque à une monnaie plus scripturale, soi-disant moderne, parce qu'en fait elle s'inscrit sur de l'immatériel. Mais voilà, donc l'histoire de la monnaie, c'est d'abord et avant tout l'histoire de la subsistance des hommes. Comment les hommes en société et face à un environnement naturel, instituent des régularités et des conditions de subsistance entre eux et parmi eux. Et puis voilà, après, cette idée que je retrouve toujours partout, il y a le marché, il existait chez les Néandertaliens, ils faisaient déjà des marchés. C'est cette citation d'Adam Smith qui dit que de tout temps, l'homme a toujours voulu marchander, faire du troc. C'est du délire en fait, ça n'a jamais existé comme ça. Et ça, c'est vraiment une projection du monde capitaliste actuel sur une histoire qui n'était pas celle-là. Voilà. Okay. Donc la monnaie, c'est d'abord et avant tout une institution sociale d'un groupe qui va permettre de faire baisser la défiance. Il y a dans des corpus qui me sont chers en économie, il y a le concept de confiance. Et ça, les bitcoiners n'aiment pas trop la confiance parce que justement, Bitcoin se revendique comme anti-confiance. Mais là, quand on comprend la confiance, on comprend aussi ce qu'on appelle la déméfiance. La monnaie, c'est de la déméfiance. Elle est là parce que justement, on se méfie des autres. Et ça, je pense que les bitcoiners peuvent le comprendre beaucoup plus. Mais là, actuellement, j'allais te dire, on se méfie plus peut-être des banques centrales qui impriment à foison
que vraiment de la monnaie en tant que même. La monnaie actuelle, alors ce qui pouvait être le cas aussi à l'époque, hein, tu me diras, on pouvait créer d'autres tablettes d'argile, etc. Mais actuellement, je pense qu'un des problèmes qui est relevé par les bitcoiners et de manière générale par tous ceux qui sont intéressés par Bitcoin, et même pas forcément par Bitcoin d'ailleurs, c'est que le fait que, en fait, il y a de plus en plus de monnaie qui est créée et que ça profite surtout de plus en plus aux personnes qui sont au plus proche du robinet monétaire. Alors, si d'aventure tous les bitcoiners le disaient comme ça, on en aurait fait des keynésiens marxistes et je pense qu'on n'en serait plus là. Ce que tu décris, la proximité au robinet, c'est leur fameux effet cantillon qui te balance dès qu'ils peuvent. Il est marrant l'effet cantillon, mais il s'inscrit bizarrement, il est hybride en fait comme argument dans la théorie de la monnaie. Ça renvoie directement à une controverse très importante qu'il y a eu sur le pourquoi les prix se sont effondrés vers le 16e, 17e siècle. Et il y avait la question, certains disaient, mais parce qu'on a découvert les Amériques, donc on a découvert beaucoup, beaucoup d'or. Et donc d'un coup, il y a beaucoup trop de métal précieux qui arrive. Et puis il y a eu ces théories, mais en fait l'or, il arrive dans certaines mains et ainsi de suite. Donc il y a la controverse entre Baudin et Malestroit. Tous ne sont pas d'accord. Il n'empêche que moi là-dessus je suis toujours un peu dubitatif comme tu le dis en fait. Toutes les monnaies étaient des monnaies politiques, donc on pouvait les modifier. Même une monnaie d'or ou d'argent, je peux en changer le monnayage. Je peux décider je lui fais perdre sa valeur en or, la quantité d'or en or, ainsi de suite. Donc en fait quand on me dit que les monnaies d'or ou d'argent, parce qu'elles sont en matière première, ont une valeur de marché, non, la valeur de marché monétaire n'était pas celle de la valeur de marché. Alors ça permet effectivement d'éviter, de sortir du circuit interne national, mais il n'empêche que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, Et comment Bitcoin alors s'inscrit là-dedans? Est-ce que Bitcoin est vraiment sans confiance? Est-ce que tu peux juste pour moi, Bitcoin n'est pas sans confiance. Alors, pour revenir, moi, encore une fois, mon intérêt pour la monnaie, c'est comme ce que tu viens d'écrire sur les bitcoiners, c'est waouh, on a des gens qui s'en foutent plein les poches, alors même qu'ils ont fait des grosses bêtises, c'est les financiers. Et ça, je comprends pas. Et donc, je vois pas pourquoi on continue en plus de leur déverser des centaines de millions d'argent public, sans même virer ceux qui ont fait des bêtises ou mettre de nouvelles têtes pensantes. Enfin, c'est comme si on avait eu un seau percé et qu'on continuait de balancer de l'eau dedans sans avoir bouché les trous. Ça me paraît un petit peu bizarre. Et effectivement, les bitcoiners là-dessus, comment s'inscrit Bitcoin? Moi, je l'inscris dans une contestation monétaire. J'oublie pas qu'en 2008-2009, moi, la crise, elle me donne envie de faire une thèse, mais elle donne envie aussi aux États-Unis à plein de gens d'aller occuper Wall Street. Et puis, effectivement, elle donne envie à Satoshi Nakamoto, à un ou plusieurs personnes devant leur ordi, de dire, vas-y, on va créer un autre système d'échange, où là, on n'a plus cet acteur central qu'est la banque centrale, qui est tiers de confiance et qui peut revenir sur les paiements passés. Et donc, ça s'inscrit, en fait, dans une histoire des monnaies numériques privées, parce que c'était vraiment quelque chose qui se faisait. Enfin, c'est un enjeu des années 80-90. Il y a eu beaucoup d'autres tentatives de monnaie comme Bitcoin. Il y a d'abord eu des monnaies privées qui étaient plutôt centralisées, mais avec l'émergence de la cryptographie, il y a des entreprises voyaient quand même des solutions pour améliorer les paiements. Hein. Je vous rappelle que à travers ces choses-là, on va avoir des choses qui émergent comme PayPal, par exemple, avec Peter Thiel et ainsi de suite. Donc, les premières monnaies électroniques de première et deuxième génération, c'est la fin des années 90. Donc, c'est ces enjeux-là. Et ces premières monnaies ont encore besoin d'un acteur central qui va en fait avoir la base de données et qui va pouvoir enlever aux uns ce qu'il donne aux autres. Et parce qu'on n'a pas de solution socio-technique pour faire ça sans tiers. Et effectivement, on va avoir la publication en 2008 d'un white paper via des listes de diffusion assez confidentielles, cypherpunk et crypto-anarchistes, où quelqu'un sous pseudonyme de Satoshi Nakamoto explique que ça y est, il a, lui, repris un petit peu les travaux des uns et des autres, puis qu'il a l'impression d'avoir trouvé la solution en utilisant différents objets cryptographiques qui existaient déjà. Il les a mis ensemble d'une manière assez innovante, et il déclare que ça y est, il aurait trouvé un cache pair à pair qui permettrait de se priver des tiers et qui permettrait juste de s'échanger des valeurs en se signant des transactions. Donc voilà, il s'inscrit dans une critique de la centralisation des paiements
en considérant que pour lui, cette centralisation des paiements, elle est coûteuse et elle est coûteuse pour tout le monde. Moi, là, je rappellerai qu'historiquement, et c'est là où je ne suis pas bitcoiner, c'est que l'inflation, la politique de la Banque centrale, elle n'a pas toujours été celle qu'on connaît aujourd'hui. En fait, à l'époque, le but, c'était de privatiser les pertes et de socialiser les gains. Demandez, moi, quand on me parle de l'inflation, c'est l'horreur. L'horreur pour qui? Moi, mes parents, ça a pas été l'inflation n'a pas été l'horreur pour eux. Les tiens non plus, je pense pas. Nos grands-parents non plus. Sans l'inflation, ils n'en seraient pas où ils en sont. Je veux dire, les générations passées ont pu devenir propriétaires grâce à l'inflation. Est-ce qu'on ne paye pas les pots cassés actuellement? Mais on ne paye pas les pots cassés de la politique qu'ils ont subie eux. On paye les pots cassés de la politique d'aujourd'hui. C'est parce que nous, on a décidé... Il y aurait de l'inflation aujourd'hui, avec des revalorisations de salaire qui en tiennent compte. Nous, les jeunes, on ne payerait pas les pots cassés. Ça serait les boomers, qui ont déjà effectivement un petit peu été... qui ont bénéficié des largesses, qui, à un moment, sont de nouveau remis à contribution. Et ça servait à ça, en fait, l'inflation. C'est qu'effectivement, ça faisait perdre à tous, mais par la politique fiscale, on pouvait reprendre à certains et redonner à d'autres. Donc, en fait, rééquilibrer les mains trop proches du robinet vis-à-vis de celles qui ne sont pas du tout au robinet et qui n'ont jamais l'eau, en fait, c'était le principe même de la politique monétaire. Mais parce qu'à l'époque, la politique monétaire était en cohérence avec la politique budgétaire et politique fiscale. Avec une banque centrale indépendante, on perd cette cohérence. Le banquier central, il fait ce qu'il veut. Il ne veut pas d'inflation. Parce que l'inflation, c'est mauvais pour ceux qui ont du capital. Parce que quand ils le prêtent, on leur rend moins. Mais qui a du capital? Moi, j'en ai pas vraiment. Mes parents n'en ont pas vraiment. Il y a en fait 90% des Français qui n'ont pas de capital. Donc ils s'en foutent de l'inflation, ces gens-là. C'est les gens qui ont beaucoup de capital qui vont être touchés par l'inflation. Donc encore une fois, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, j'ai un problème avec l'inflation actuelle parce que, comme tu le dis très bien, aujourd'hui, on est dans une politique monétaire où, de toute façon, elle nous tombe dessus, elle tombe sur les petites gens. Puis on voit bien que les fortunes, les 10 plus grandes fortunes de France, ont vu en 1 an et demi leurs revenus prendre 30%. Alors même qu'on voit bien que l'état du monde, il n'est pas bon. On est peut-être là en droit de se poser la question, mais comment des gens peuvent gagner autant en 1 an, alors même que la croissance, elle n'est pas autant. C'est là où je reviens sur l'effet cantillon, le fait de détenir des actifs et donc d'avoir énormément d'argent qui se déverse vers des gens qui sont déjà très riches, entre guillemets, ou qui n'ont pas besoin de l'utiliser dans l'économie réelle pour s'acheter à manger ou autre, va se déverser sur des actifs comme Bitcoin d'ailleurs, potentiellement, sur aussi l'immobilier, le prix des maisons ou des appartements, et donc ça entraîne une hausse généralisée du prix des actifs. Exactement. Et là, si vous voulez agir, il faut de la fiscalité. Je veux dire, on a Trump qui a dit un truc que moi je répétais souvent à mes étudiants. Il l'a dit hier, c'est un aveu génial, moi je trouve. Bien sûr qu'on ne va pas faire baisser les prix des logements. C'est quoi cette histoire? Enfin, tous les gens que vous voyez à la télé nous dire qu'ils veulent que les jeunes puissent avoir un logement, mais c'est pas vrai. Depuis quand ils veulent ça? Si on fait ça, ça veut dire que le prix des logements va baisser. Et les boomers qui ont les logements et qui nous les louent à prix d'or, ils vont faire quoi? On a quand même 10%, enfin on a vraiment en France, c'est un cas très particulier, mais on a une concentration de l'immobilier qui est complètement délirante en France. Donc effectivement, il faut bien comprendre qu'il y a des enjeux ici. Toute la population n'a pas intérêt à faire que l'immobilier soit accessible. Et là, on en revient en fait à la politique monétaire aussi. C'est là où tu choisis de privilégier l'avenir, où tu choisis le statu quo pour des raisons électorales. Très bonne citation pour comprendre ce que c'était que l'inflation. Il parlait des porteurs de capital comme des mains froides venues du passé. Parce que c'est pas parce qu'on a... En fait, si vous avez beaucoup d'argent, l'idée générale, c'est que vous avez réussi dans le passé. Tu étais très fort, super, donc tu as gagné beaucoup. Mais est-ce que parce que tu as été très fort dans le passé, tu dois pouvoir déterminer, toi, ce que le futur sera? Ça se trouve, tu n'es plus aussi fort. Peut-être que ta vision de l'avenir n'est plus aussi bonne. Donc il n'y a peut-être pas autant de raisons que ton talent passé modifie encore l'avenir. Et donc l'inflation permet à ces mains froides venues du passé de ne pas déterminer ce qui va être à l'avenir. L'avenir va être déterminé par l'entrepreneur. Celui qui n'a pas forcément d'argent, mais qui peut obtenir de l'argent via son banquier. Oui, donc toi, ta réflexion, c'est fiscaliser plutôt les mains froides et moins fiscaliser les personnes qui dépendent, donc peut-être enlever la TVA. Donc les entrepreneurs, donc les consommateurs. Mais en fait, le grand mensonge de l'économie libérale, c'est de faire penser que entrepreneurs, investisseurs sont les mêmes personnes.
c'est d'avoir rangé. On nous fait tous croire qu'on est les riches. En fait, c'est vraiment, on a 90% des gens qui sont pauvres et une partie vont voter pour des gens qui leur disent on va surtout pas augmenter les impôts des plus riches. Et ils le font en mode bah ouais, mais moi si j'étais aussi riche qu'eux, je voudrais pas qu'on m'impose. Mais tu ne seras jamais aussi riche que lui. En une minute, il a gagné autant que toi toute ta vie. C'est marrant que tu te compares à lui. Tu t'es pas lui. Enfin, et oui, effectivement, logiquement, dans une société pour moi qui va bien, c'est des débats sociaux. Et ces débats sociaux, on doit tous participer à définir qui paye un peu plus, qui paye un peu moins et à qui on donne. Mais le chef d'entreprise, c'est lui qui prend les risques, c'est lui qui a une idée, qui va éventuellement payer les pots cassés s'il se plante. Bah, faut peut-être essayer de lui faciliter la vie. Un rendement du capital important, des taux d'intérêt trop importants, c'est l'handicapé. Donc un taux d'inflation important, savoir un taux de rendement réel faible, c'est lui favoriser son lancement. Et ça, aujourd'hui, ça ne s'entend quasiment plus, parce qu'il y a une telle perte de connaissances financières. Vraiment, les connaissances en économie ne sont pas très bonnes, et on nous a fait croire vraiment que on était tous des entrepreneurs de notre vie, on allait tous être porteurs de capitaux, et c'est pas vrai. Je pense qu'on aurait tous intérêt, il y a beaucoup de gens qui auraient intérêt à revenir à l'économie de nos parents, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout intérêt à l'économie néolibérale dans laquelle on l'est. Et cette économie néolibérale, par définition, elle se sert de l'État et de l'argent public pour redonner en plus aux plus riches. Là, on est dans des effets cantillons complètement délirants. C'est pas l'effet cantillon, parce que c'est pas forcément de la politique monétaire, mais on a quand même de l'argent public qui est directement reversé aux plus riches. La semaine dernière, on découvrait que les plus grandes fortunes françaises ne payent pas d'impôts, parce qu'en fait, elles ont plein de voies de défiscalisation, et ainsi de suite. Donc, voilà. Si vous appréciez l'interview, pensez à mettre un j'aime, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça nous aide beaucoup à faire grossir le podcast et à continuer de démocratiser la crypto-monnaie comme on peut le faire avec Cryptost depuis 2017. Et n'oubliez pas, vous pourrez retrouver les interviews sur toutes vos plateformes de podcast comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Ça vous permet d'écouter les interviews en faisant votre sport ou la vaisselle. On vous met tous les liens dans la description. Ok, donc on a un petit peu abordé le sujet de pourquoi est-ce que le prix du Bitcoin augmente, en partie. Alors, c'est pas forcément la des largesses monétaires la qui seule font raison. Et j'aimerais qu'on rentre maintenant un petit peu plus dans la technique, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que Bitcoin a réussi à résoudre ce problème-là de pouvoir échanger de la valeur, de l'information, sans tiers de confiance, et comment est-ce que ça fonctionne globalement, de manière quand même assez simple, hein, parce que pas trop technique. Alors, grosso modo, on a dans sciences informatiques un problème sur lesquels, dès les années 70, plein de chercheurs planchent. Il y a une incompatibilité. On n'arrive pas à avoir un système informatique. Bon, c'est des gens qui travaillent sur des bases de données en pair à pair. Et ils n'arrivent pas à avoir un système, c'est le théorème de Brenner ou de Cap, qui permettrait d'être accessible en temps réel, qui permettrait de répondre à toute requête de n'importe quel membre de ce réseau et qui pourrait survivre même en cas de problème de réseau. Si des nœuds se déconnectent, lui est encore en capacité de vous répondre. Et donc face à ces trois points-là, logiquement, il est impossible d'avoir les trois propriétés ensemble. Et en fait, Satoshi il va pas pouvoir solutionner ce qui est impossible à solutionner. Il va trouver une solution ingénieuse, c'est OK, en fait, je peux pas avoir ces trois choses-là en même temps, donc je vais relâcher la contrainte de l'une. Je vais faire en fait que mon réseau, effectivement, il voit pas, hein, à aucun instant T, mon réseau Bitcoin ne voit les mêmes transactions. C'est pas possible. Il y a de la latence dans le réseau. Comprenez bien, moi, si j'envoie une transaction dans le réseau, mon wallet va envoyer la transaction. Elle ne va pas l'envoyer à tous les nœuds du réseau. Elle va l'envoyer à des nœuds sur lesquels j'étais connecté. Puis après, de proche en proche, ça peut se diffuser comme ça. Donc cette idée de proche en proche, vous comprenez bien qu'il y a de la latence. L'information de ma transaction va se déplacer au sein du réseau. Et donc, forcément, aucun des nœuds du réseau Bitcoin ne peut savoir exactement à un instant T ce qui se passe. Et c'est problématique. Si moi, vous acceptez ma transaction et que vous ne savez pas que j'ai fait la même il y a 10 minutes à un autre commerçant, quand vous allez essayer de recevoir ma transaction, vous n'aurez rien parce que la mienne était déjà passée. Et lui, il va trouver une solution simple à travers un outil technique qu'on appelle, c'était un petit mécanisme, ça s'appelle la preuve de travail. C'est une chercheuse en informatique qui avait trouvé ça pour lutter contre les spams. Quand on développe les boîtes mail, on se rend compte que d'un coup, des gens, avec une machine, peuvent envoyer des millions de mails à des millions de machines, et ça s'aborde tout, et c'est chiant. Et il y a une chercheuse qui se dit, ouais, mais ça pourrait être assez simple, c'est que notre serveur de mail,
Avant d'autoriser une machine à nous envoyer quelque chose, on va lui demander de vérifier qu'elle est bien honnête. On va lui demander un petit calcul, quoi. Un petit calcul assez simple. Donc en fait, en 1 seconde, elle le fait, puis après, elle peut nous envoyer le mail. Le truc, c'est que si lui est dans une action de spam, c'est-à-dire qu'il le fait à moi, mais à des millions d'autres, là, d'un coup, il va recevoir 1 million de petits calculs à faire et il plante. Et donc voilà, on a un petit mécanisme de protection contre les spams qui s'appelle la preuve de travail, qui permet en fait de demander à un ordinateur de lancer beaucoup de calculs pour trouver un nombre avec une cible un certain nombre de zéros, quoi. C'est ce qu'on appelle le nonce en Bitcoin. Et donc, lui, Satoshi va dire, OK, avec cette preuve de travail, en fait, je vais créer un réseau où tous les nœuds du réseau vont recevoir les transactions, vont déjà vérifier que les règles canoniques de transactions qu'on a établies soient respectées, c'est-à-dire que les UTXO, les bitcoins que je dépense, n'aient pas été dépensés avant. Une fois que ça c'est vérifié, je vais sceller mes transactions dans ce qu'on appelle un bloc. Et pour valider ce bloc, je vais demander à celui qui le fait de faire tourner sa machine et de trouver une empreinte cryptographique de preuve de travail avec un certain nombre de zéros. Une fois qu'il trouve le bon nombre de zéros, il la publie à tous. Il dit à tous, moi j'ai la bonne cible, donc celui-là il est valide. Ça va être très simple de vérifier la cible. Donc chaque nœud qui reçoit ce bloc va pouvoir vérifier. Il va dire, tiens, c'est la bonne cible. Les transactions sont dedans, sont valides. Donc ça va être pour moi le nouvel historique de transactions. Et ce qui devient intéressant, c'est qu'en fait, on a un moyen là de faire que tout le réseau se mette à jour en continu. Alors on comprend bien, à un instant T, il y en a toujours des acteurs qui ne voient pas les mêmes choses. On reste sur l'incapacité face au théorème de Cap d'avoir tout en même temps. Mais en tendance, avec cette flèche du temps, en tendance, tous les bitcoiners vont, à terme, toujours converger vers le même historique, puisqu'on aura toujours dans des espaces de 10 minutes, puisque le calcul à faire, il est probabiliste, donc on a une difficulté particulière qui fait qu'une machine à fond dessus va trouver une réponse environ toutes les 10 minutes. Si ça devait être plus rapide, c'est qu'il y a trop de puissance de calcul. L'algorithme défini par Satoshi Nakamoto le prendra en compte et va augmenter ou diminuer la difficulté pour maintenir un petit peu cet écart de 10 minutes dans le rythme d'émission. Mais voilà, on a donc en fait des acteurs décentralisés qui, pour vérifier et pour dire aux autres, on a fait ce qui devait être fait sans tricher, on les oblige à résoudre un calcul informatique qui leur coûte de l'argent. Et c'est parce qu'il y a ce coût qu'on les croit, qu'ils n'ont pas intérêt à faire n'importe quoi, parce qu'en plus, on peut vérifier ce qu'ils ont fait. Ce qu'on appelle les mineurs. Voilà, c'est les mineurs. Et donc voilà, on a, à travers ce mécanisme-là, trouvé une solution ingénieuse, non pour supplanter le théorème de Cap, mais pour l'aménager. En tendance, tous les bitcoiners auront le même registre transactionnel et on va pouvoir le mettre à jour comme ça. Okay. Et en fait, on limite en plus les attaques Sybil et ainsi de suite. Donc c'est vrai. Parce qu'il y a les nœuds. Donc il y a les nœuds et il y a les mineurs. Juste pour réexpliquer les nœuds rapidement, c'est ceux qui vont vérifier que les transactions sont bien formatées. Et ensuite, ces nœuds-là, une fois qu'ils ont vérifié que toutes les transactions sont bien formatées, les mineurs vont pouvoir aller travailler à l'organisation de ces différentes transactions dans le bloc. Alors là, tu touches déjà à une structuration plus contemporaine du réseau. C'est pas tout de suite comme ça que ça est né. Là, on touche déjà à des voies de réintermédiation, des voies de réintroduction de la confiance, en fait, dans Bitcoin. Quand Satoshi sort Bitcoin, il publie Bitcoin Qt. C'est le seul logiciel qu'on ait. C'est le logiciel qui permet d'interagir. C'est le seul logiciel qu'on ait pour interagir. Et il faut bien comprendre que dans cette logique de Bitcoin, on est des pairs. Chaque nœud doit être l'égal de l'autre. Si vous n'êtes pas l'égal de l'autre, vous n'avez pas le même pouvoir. Et donc, vous n'êtes pas au même niveau. Et donc, quand vous avez Bitcoin Qt à l'époque, vous avez ce logiciel contient le logiciel de minage, c'est un nœud complet, c'est un wallet, vous avez tout. Maintenant, c'est chiant, tous les acteurs de Bitcoin ne veulent pas ça. Il y a des Bitcoiners, ils vont juste avoir envie de Bitcoin. Oui, ils veulent en acheter. Parce qu'au début, les gens c'était des passionnés d'informatique, ils savaient très bien tout faire. Et donc, il y a très vite, en fait, une division sociale du travail qui va s'opérer, une division sociale même logicielle qui s'opère avec des gens qui disent les fonctions de wallet, on peut les extraire. On va avoir juste un wallet. On va plus avoir un wallet custodial, d'ailleurs. On va avoir on va plus avoir du non custodial. Mais on va avoir tout de suite des gens qui disent attendez voir, il y a des Madame Michu ou des gens veulent pas avoir à gérer leurs clés. À l'époque, c'est un fichier .dat.
ça se perd. Donc nous, je vais le gérer à leur place. Et puis eux, ils vont juste se connecter à mon site via leur mot de passe. Puis ils auront un compte Bitcoin. Et voilà, et ça simplifie la vie. Dans l'optique de Satoshi Nakamoto, ça, c'est déjà plus des bitcoiners, puisqu'ils ont un intermédiaire qui gère Bitcoin à leur place, mais il n'empêche que c'est ça qui fait Bitcoin. C'est ça qui va permettre à Bitcoin de se développer et d'avoir des acteurs qui ont envie d'y participer. Donc en fait, même cette distinction de nœuds complets, les nœuds complets, ils apparaissent un petit peu dans le paysage. En 2017, c'est tard. C'est le débat du scaling débat qui fait apparaître dans le paysage des bitcoiners, les nœuds complets comme quelque chose d'existant. Avant ça, ça n'existe pas. Il n'y a que les mineurs. Et en plus, il y a cette prétention que les mineurs seraient le Parlement, quoi. C'est eux qui font les lois et c'est à eux de décider. Et c'est pour ça que le scaling débat va être intéressant et que le nœud complet va émerger en mode non. Moi, je suis pas mineur, mais j'ai mon mot à dire. Parce que si les mineurs, vous validez des transactions que je n'accepte pas, ben moi, j'ai encore le droit de dire vous m'envoyez des blocs et je vous les diffuse pas. Parce que les transactions que vous avez mises dedans, je considère qu'elles ne sont pas valides. Mais ça, c'est bien plus tard, en fait. Et donc, à l'époque, tout le monde est nœud complet. Mais si à l'époque, tout le monde est nœud complet, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on ne l'est pas. Et donc, ça veut bien dire que est-ce que Bitcoin repose sur la confiance ? Ben ouais. La quasi-totalité des Bitcoiners ont un wallet aujourd'hui qui est plutôt custodial. Même moi, les gens dans la communauté que j'ai rencontrés, qui étaient quand même des gens un peu techniciens, quand je faisais des entretiens avec eux, tout de suite, je leur demandais s'ils avaient un nœud. Ceux qui me répondaient oui, je leur demandais alors, est-ce que vos wallets sont connectés à votre nœud ? La réponse a quasiment toujours été non. C'est-à-dire que même s'ils ont un nœud à la maison, leur propre wallet d'usage, ils font confiance à un tiers pour gérer les transactions entrantes et sortantes. Et donc voilà, moi je trouve pas ça grave en fait, parce que je fais pas partie de ces bitcoiners qui pensent que la délégation sociale soit un scandale. En tant que prof, je pense que j'ai accepté l'idée que dans une société aussi complexe que les nôtres, on a besoin de déléguer. Il y a des choses que je sais faire, il y a des choses que je sais pas faire. J'ai besoin, pour me nourrir, des agriculteurs, des ouvriers. J'ai besoin du monde entier, en fait, pour vivre. Et le monde entier aussi a besoin en partie de mes compétences. C'est pour ça qu'on fait société, qu'on est tous interdépendants les uns des autres. Et la communauté Bitcoin, c'est pareil. Il y a beaucoup d'interdépendances qui se sont dessinées. Avec moi, c'est ce que je montre dans mon travail de thèse. J'aime pas l'idée de dire que Bitcoin, c'est une création de Satoshi Nakamoto et ainsi de suite, parce que non. Si on veut parler de Bitcoin comme monnaie, Satoshi ne l'a pas créé. À l'époque de Satoshi, Bitcoin n'est pas une monnaie. C'est un petit délire, c'est fun, mais c'est encore rien. C'est tous les autres qui vont fabriquer Bitcoin. Bien sûr qu'il faut Satoshi pour Bitcoin, mais il faut Gavin Andresen et son faucet. Parce que c'est grâce à ce faucet-là, vous avez des gens qui, sans obtenir le logiciel impossible à télécharger, à lancer, pour beaucoup de gens, vont obtenir des premières unités. Vous augmentez le nombre de consommateurs, en fait. Les premières bourses d'échange. À l'époque, les wallets, c'est une vraie catastrophe. Il n'y a pas de wallet multisignature, par exemple. Vous pouvez difficilement gérer des bourses. Elles vont être profondément custodiales. Et donc voilà, les premiers Silk Road, les premiers Mt. Gox, pour charger votre compte, vous passez par des PayPal, vous passez par des bricolages super bizarres. Souvent, ça casse parce que je crois la première bourse d'échange, comme je le rappelle, il y a un petit bricolage avec PayPal. Puis quand PayPal se rend compte de la chose, il coupe le truc en mode ça ne respecte pas nos conditions d'usage. Et en fait, il va falloir attendre que des développeurs core développent la bonne BIP pour qu'on puisse avoir des wallets, pour qu'on ait à un moment un wallet. Les BIP, c'est les évolutions, c'est les propositions d'évolution du protocole, pour qu'en fait, on modifie les codes Bitcoin pour lui donner des nouveaux usages, de nouvelles options. À partir du moment où on a du multisignature, là, effectivement, on change de registre. Silk Road va pouvoir ouvrir des wallets en séquestre. On n'a plus besoin de faire confiance à un tiers. Les bitcoins qu'on envoie sur la place vont être mis en séquestre. Donc Silk Road, juste pour rappel, c'était cette plateforme d'échange sur le dark web où on pouvait acheter et vendre de la drogue. La première occurrence d'une plateforme de dark web qui permet des achats de produits illégaux en bitcoin. Pourquoi il est important dans le développement ? Parce qu'au maximum, en fait, en 2013, une boîte comme Silk Road. En fait, ce qui est intéressant en 2013-2014, ceux qui connaissent un peu mes travaux, c'est en fait la deuxième phase de développement infrastructurel de Bitcoin. C'est la phase que je qualifie de péché en suivant les travaux de Tasca et lui, parce qu'en fait, c'est une phase assez courte où si on prend les données on-chain,
les données transactionnelles nous indiquent que la quasi-totalité des transactions se font sur de l'illégal ou du hautement réglementé. On a plus de 50% des transactions de chaîne qui sont soit sur du Silk Road, soit sur Satoshi Dice, qui était à l'époque un genre de jeu d'argent en ligne monté par Eric Voorhees. Je pense que vos auditeurs le connaissent, puisque c'est quand même quelqu'un qui est là depuis très très longtemps. Mais voilà, on a vraiment 50%, plus de 50% des transactions en 2013 qui peuvent être liées à ces deux activités. C'est important parce qu'en fait, ça fait la culbute sur l'affaire Wikileaks. Vous savez, ou vous savez peut-être pas, que le départ de Satoshi Nakamoto se fait quelques jours, quelques semaines après le fait que Wikileaks accepte ses dons en Bitcoin, puisqu'il vient de se faire sanctionner par les États-Unis après les divulgations Snowden et ainsi de suite. Et le truc... Ils se sont coupés la possibilité d'avoir des dons Visa, Mastercard, PayPal, tout, quoi. Et le truc, c'est que ça faisait longtemps qu'il y avait le débat dans la communauté Bitcoin. Des personnes avaient déjà sollicité Satoshi Nakamoto en lui disant que quand même, ça serait vachement bien que Wikileaks fasse ça, qu'on pourrait les contacter pour leur demander qu'ils le fassent. Satoshi avait dit non. Hein, comme quoi il n'était pas ultra-libéral. Je crois que sa phrase ici, c'est on est face à un petit projet, il faut que ça se développe lentement. Oui, il ne voulait pas que la lumière soit mise trop vite sur Bitcoin, potentiellement parce qu'il y avait des risques. Le réseau était assez faible encore. Exactement. À l'époque. Un gouvernement aurait très bien pu l'attaquer et le faire tomber. Donc ça rappelle... Moi, je fais de la théorie, donc c'est important parce que ça rappelle ici que les comportements individuels, ils sont réglementés. Un libéral, il dit tout comportement individuel, il est bon, ça marche. Là, c'est pas libéral. Parce qu'encore une fois, si individuellement chacun veut faire ça, ça marche pas. Si Wikileaks le fait au mauvais moment, ça peut casser. Parce qu'on est trop petit et que ça met la lumière sur... Donc en fait, là, encore une fois, il faut planifier le délire. Il faut établir une croissance viable, soutenable. Donc on en parle au début, non, on n'accepte pas. Et puis d'un coup, ça vient, parce qu'ils n'ont plus le choix, Wikileaks. Pour vous dire, à l'époque, ça pose problème. Bitcoin Talk saute, parce que tout le monde entier essaye de se dit tiens, c'est quoi ce Bitcoin qui devient une bouée de secours pour Julian Assange. Donc en fait, oui, ça amène la lumière. Donc vous avez Satoshi Nakamoto qui va avoir un dernier mail qui dit bon, bah moi je m'en vais. C'est le fameux expression de un coup de pied vient d'être donné dans le nid du frelon et il se dirige vers nous. Et donc là, il va disparaître, en précisant d'ailleurs que le bébé est entre bonnes mains, des bonnes mains d'une communauté bêta, c'est-à-dire qu'ici, c'est les mains de Gavin Andresen, à qui il a donné les clés du répertoire Bitcoin Core. C'était Martin Malmy, d'ailleurs, qui a créé le répertoire GitHub et ainsi de suite. C'était pas lui, parce qu'en fait, il n'était pas très pro dans sa gestion des contraintes logicielles, si j'en crois Matt Corallo, avec qui j'ai discuté en entretien, puis les différentes lectures qui sont les miennes. Mais voilà. Donc... oui, moi dans mon délire, Bitcoin c'est une construction collective. Je n'aime pas dire que Bitcoin c'est la création de Satoshi, c'est pas vrai. Bitcoin s'est fait bien après Satoshi parce que il a fallu tous les autres. Oui, bon, on en reparlera peut-être dans un autre podcast, mais il y a eu pas mal de bugs aussi qui ont été corrigés par des membres de la communauté, etc., et qui auraient pu tuer Bitcoin. Et que beaucoup de Bitcoiners ne connaissent pas. Moi, depuis tant d'années, je vois des Bitcoiners qui me disent « Ah, mais t'as vu sur Ethereum, il vient d'avoir un sell bull, tel truc. » Et je suis toujours assez stupéfié de la très mauvaise connaissance historique de ces gens-là. Pour des gens qui m'ont demandé à moi de me taire, d'apprendre, parce qu'ils ne voulaient pas que je dise des bêtises sur leur objet adoré, je suis assez estomaqué de voir comment les bitcoiners disent n'importe quoi sur Ethereum depuis beaucoup trop longtemps, alors même que les éthéristes connaissent beaucoup mieux Bitcoin que les bitcoiners connaissent Ethereum. Je veux dire, quand on voit encore des bitcoiners qui nous disent que Ethereum, on ne peut pas facilement calculer la supply, que The DAO-Hack, c'est un rollback. Je veux dire, c'est vraiment, là, il y a des trucs où je me dis, bon... J'avoue, j'ai plus envie. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément ça, The DAO, c'est une sorte de smart contract, une application qui avait été lancée, un projet qui a été lancé, qui avait récolté énormément d'Ether, donc la crypto-monnaie d'Ethereum, qui s'est fait hacker. Et ça représentait vraiment beaucoup d'Ether à l'époque, et la communauté a choisi de scinder la chaîne, de scinder Ethereum en deux, avec Ethereum classique qui restait la chaîne de base, et la nouvelle chaîne Ethereum, dans laquelle on est revenu en arrière. Alors est-ce qu'on peut appeler ça rollback ? La communauté majoritairement a dit, on s'en fout de ce hacker, il veut tuer Ethereum, on ne veut pas tuer Ethereum, on lui prend, on invalide son vol. C'est-à-dire qu'on a rendu le contrat qu'il avait attaqué caduc et on a rétabli les thunes de tous les uns et les autres. Ça ne s'appelle pas un rollback. On a créé un état qui n'existait pas dans un contrat.
Ça, on peut le faire sur Ethereum. Sur Bitcoin, on ne peut pas le faire, c'est du GTXO. C'est pour ça, là, déjà, il y a un truc, c'est que dans ces deux designs différents, donc dans le cas de The DAO, il n'y a pas de rollback. Ou éventuellement, on peut dire que les interactions au sein du smart contract de The DAO, elles ont eu un rollback. Mais c'est tout. C'est un changement d'état illégal dans le langage des éthéristes. Ce qui devient intéressant, c'est que sur Bitcoin, il y en a eu des rollbacks, des vrais, là, pour le coup. Des moments où il y a une crise, il faut revenir en arrière. Malheureusement, sur Bitcoin, si on revient en arrière, c'est toutes les transactions qui doivent être remises en arrière. Un exemple, même si je ne veux pas trop rentrer dans les détails sur ce podcast-là. Tu vas voir, par exemple, il y a un exemple, je crois, c'est sur une base de données... il passe à la Berkeley BB, ça doit être en 2014, et tous les nœuds ne sont pas sur cette nouvelle base de données, et malheureusement il y a un conflit de taille. Donc en fait le réseau va se scinder en deux. Il y a une partie du réseau qui est sur la nouvelle mouture qui accepte des blocs, puis les autres voient des blocs arriver avec une taille qui n'est pas la bonne, la refusent, et on a d'un coup le Bitcoin qui se scinde en deux. Et là, il faut bien comprendre. Là, on a un vrai problème. C'est ce qu'on appelle une crise de split de chaîne, pour reprendre le langage indigène. Et là, il faut bien comprendre que Bitcoin, si on se fixe sur ce que ça doit être, logiquement, une monnaie sans intervention humaine, avec un principe algorithmique qui trouve des solutions, c'est mort. La règle algorithmique de Bitcoin n'est plus capable de retrouver la voie d'une seule chaîne. On a bien un mineur, celui qui est sur on a donc deux chaînes qui sont valides chacune pour leurs membres. Il y a bien une des chaînes qu'il va falloir laisser mourir. Donc, il va falloir convaincre les acteurs de cette chaîne qu'il faut qu'ils rejoignent l'autre. Et pour eux, c'est de l'argent de perdu, parce qu'ils ont touché la récompense de minage. Et c'est un acteur qui va faire cette décision-là tout seul. Donc, encore une fois, et là, il y a rollback. Parce que lui, toutes les transactions qu'il avait incorporées dans sa chaîne à lui, elles vont être reprises. Justement, parce qu'on a parlé des mineurs, mais on n'a pas parlé de la récompense de minage associée à son travail. Et donc, je voulais que tu en parles un petit peu, expliquer quelle était la récompense de base, comment ça évolue, et en profiter pour aborder aussi le sujet de la supply, donc du nombre d'unités maximum que Bitcoin aura. Alors, là, on touche un petit peu à ce qui peut déplaire très profondément chez les économistes. Dans le design de Bitcoin. Le design monétaire de Bitcoin, effectivement, a beaucoup de références à la théorie libérale de la monnaie, et en particulier sur cette question de la limite de la quantité de monnaie. On veut une quantité limitée de monnaie parce que, soi-disant, trop de monnaie génère de l'inflation, etc., etc. Et donc, Satoshi choisit un truc simple. Il a une quantité limitée à 21 millions d'unités. Et en fait, il suit une mécanique qui mime un petit peu les contraintes physiques de l'or. C'est un libéral, il est un peu Goldbug, le monsieur. Il aime bien la référence à l'étalon or. Donc il se dit, il y a une quantité limitée, au même titre que les gisements sur cette planète en or, il y a une quantité fixe, et maintenant il faut juste galérer à aller l'extraire. Et plus ça devient difficile, plus ça coûte de l'extraire. Et donc, ces 21 millions, c'est la limite. Les gens vont devoir donner des efforts, faire du travail pour obtenir des récompenses. Maintenant, mon enjeu de sécurité, c'est que, comme on l'a répété tout à l'heure, quand le réseau commence, il est fragile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dedans, et donc il n'y a pas beaucoup de puissance de calcul. Et c'est là où il se dit, tiens, au même titre que les réserves d'or, je vais suivre une logique de décroissance. On va se dire qu'en fait, au début, c'est facile de trouver de l'or. On creuse un peu, il y a des filons partout, et donc on va avoir de grosses récompenses. Et donc la première récompense en Bitcoin, c'est 50. Et c'est important parce que cette récompense de minage, c'est le mécanisme que Satoshi trouve pour inciter à la sécurité, au traitement des transactions, mais aussi à l'émission de la monnaie. C'est par ce mécanisme que les nouvelles unités de Bitcoin sont émises en circulation dans le réseau. Et il se dit, au même titre que l'or, suivant une certaine période, nos réserves vont diminuer et ça va devenir plus difficile d'en obtenir. Donc il a décidé de faire ce qu'on appelle le halving. Tous les 210 000 blocs, vous allez avoir votre récompense qui est divisée par 2. Et donc, on est passé de 50 à 25, puis 12,5, puis 6,25, et puis voilà. Et à terme, on tendra vers 2136, je crois, à une récompense qui est à 0. Et là, les bitcoiners sont tous très contents. Ouais, il n'y aura plus de monnaie, comme ça, on aura tous vraiment... Et là, moi, je ne suis pas dans ce délire-là, parce que s'il n'y a plus de monnaie, ça veut dire qu'il y a un budget de sécurité qui n'est plus là. Parce qu'on n'oublie pas que cette émission monétaire, comme je viens de le dire, elle sert à inciter les acteurs à être en charge du traitement et à la sécurité de la chaîne. Tous les 210 000 blocs, juste pour rappeler, c'est à peu près tous les 4 ans, en moyenne, avec 10 minutes par bloc pour créer un bloc. Donc 2000, oui, c'est ça, 136, 140, etc. Bon,
si on veut être vraiment très exact, je crois qu'il n'y aura jamais 0 en récompense, mais que ce sera 0,0000 et des dizaines de zéros avec un 1, donc il y aura quand même toujours des récompenses. Mais l'idée, c'est que quand les gens font des transactions sur le réseau Bitcoin, il y a des frais associés à ces transactions-là. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui veulent faire de transactions, plus les frais vont être importants. Et l'idée, beaucoup de bitcoiners espèrent ou pensent qu'à terme, le prix du bitcoin va tellement monter que ces frais représenteront la majorité des frais pour les mineurs jusqu'à ce que, de toute façon, il n'y ait plus que ça pour eux. En tout cas, chez Satoshi, bien l'idée qu'à terme, les frais de transaction payés par les usagers prendront le relais en termes de revenus pour les opérateurs. Malheureusement, là-dessus, on est quand même très largement droit d'en douter. Tout simplement parce que quand le prix du Bitcoin augmente énormément, en fait, les frais sont très très élevés. Donc d'un coup, ça rend Bitcoin compliqué à utiliser. Et puis on voit bien qu'en fait, les transactions ne suivent pas. Alors, on y viendra peut-être, mais il y a d'autres débats aussi. Il y a le débat ordinal, les débats de NFT qui justement montrent qu'on pourrait avoir d'autres usages de Bitcoin. Là, il y a du frais qui est généré peut-être en plus grande quantité, mais un certain nombre de Bitcoiners refusent ce genre d'usage, donc va lutter contre. Mais oui, moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est un enjeu réel, que les Bitcoiners ne pourront pas toujours cacher. Ils peuvent dire c'est dans longtemps, mais logiquement, en économie, même si c'est dans longtemps, par un principe simple d'anticipation rationnelle, même si c'est dans 135 ans, on peut déjà facilement savoir ce qu'il en sera aujourd'hui. Et donc, il faut se poser la question. Il y a des gens qui disent que de toute façon, Bitcoin aura pris une place tellement importante chez les institutions financières ou chez certaines entreprises comme des plateformes d'échange type Coinbase, Binance, etc., que ces mêmes plateformes-là rémunéreront les mineurs pour qu'ils sécurisent le réseau. J'ai entendu cet argument, effectivement. Mais je ne sais pas quoi en penser, en fait. J'arrive pas même à concevoir le délire. Je trouve que là, on fait des roulés-boulés dans la philosophie bitcoineuse vachement, parce que l'idée même de sécurité de Bitcoin, c'est bien ça, quoi. C'est l'idée que des mecs tout seuls dans leur coin, parce qu'on les rémunère en Bitcoin, sécurise le truc. Là, on est en train de nous expliquer que, en fait, on va avoir des acteurs dont cet objet sera tellement important pour eux qu'ils subventionneront leur... Pense à stratégie, peut-être même BlackRock. On rentre dans un monde de monnaie fiat, en fait, où c'est l'État qui subventionne les acteurs. On crée de la monnaie et on s'en fout du coup qu'elle est là puisqu'on en a besoin. Il y a un truc qui, je trouve, étrange dans ce raisonnement. Et surtout, ce raisonnement ne veut pas voir, c'est qu'en fait... la puissance de calcul, elle peut servir à attaquer le Bitcoin aussi. Donc, à un moment, vraiment, la question de combien touchent les mineurs, c'est la question de combien pourraient toucher les attaquants. Et donc, forcément, c'est pour moi quelque chose d'important. Et après, il y a une autre frange de bitcoiners qui pensent que de toute façon, avec les économies que permettent de réaliser le minage vers la récupération de la chaleur, ce genre de choses-là, pour diminuer leur facture, par exemple, d'électricité, en fait, si beaucoup vraiment de gens, de particuliers le font, ça pourrait être suffisant. Donc il y a ça aussi. À voir. En tout cas, là-dessus, c'est des questions... moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est des questions ouvertes. Et c'est des débats de communautaires. Donc, quand on dit Bitcoin, c'est une monnaie apolitique, non, c'est complètement faux. La preuve, c'est que sur Bitcoin, on débat de savoir est-ce qu'il faudrait mettre une création monétaire illimitée pour être sûr que les mineurs aient toujours un tout petit peu de subside, même quand les rémunérations seront terminées ou pas. Il y a du débat et donc il y a de la politique, quoi. 21 millions de bitcoins, tu as une idée de pourquoi ce chiffre-là ? J'ai essayé de chercher un petit peu dans ma thèse, pas vraiment. Il l'a fait un peu au doigt mouillé, si on en croit un petit peu. Il a fait un calcul de nappe, ça pouvait marcher, mais il a différents types de calculs. Donc toujours basé sur les réserves d'or ou non, là c'est par rapport à... c'est vraiment au doigt mouillé, je crois qu'il part d'une anticipation du nombre de la population mondiale, et puis... Ok, parce que moi j'avais lu que c'était comme quoi on pouvait rentrer toutes les réserves d'or sur un cube de 21 mètres par 21 mètres, il n'y avait pas cette histoire-là aussi? Alors, je me souviens d'avoir vu un article qui regroupait la quasi-totalité des théories possibles. Là, pour le coup, j'ai pas tout mis dans ma tête, parce que vraiment, il y a des théories complètement... il y a des trucs qui vont même à l'astrologie, quoi. Certains sont allés voir dans des rites astrologiques pour trouver un sens à 21 millions. Mais on peut aller chercher plein de sens. De Satoshi lui-même, on ne sait pas trop. Il y donne quelques explications, mais Satoshi, c'est intéressant. Il peut dire des trucs, puis il dit l'inverse après. Donc on peut pas lui faire... on peut lui faire dire ce qu'on veut, en fait. Et ce qui devient intéressant, d'ailleurs, c'est
qu'importe ce qu'il en ait dit, c'est pas lui qui décide puisqu'il est parti. Donc en fait, Bitcoin, c'est un objet, c'est l'objet des Bitcoiners, c'est aux Bitcoiners d'en décider, c'est aux Bitcoiners d'en débattre. Ce qui vient justement à montrer que c'est pas exactement l'objet qu'ils disent, c'est que c'est beaucoup plus politique qu'ils veulent bien le croire. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les transactions. Tu as pas mal abordé le terme UTXO. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu comment se passe une transaction Bitcoin et tu me diras très simplement, et tu me diras si j'ai bon ou pas. En fait, une transaction Bitcoin, c'est comme si moi je te donnais... Enfin, si par exemple je veux t'envoyer 10 euros de Bitcoin, c'est comme si je prenais mon billet de 10, que je te donnais ou un billet de 20, voilà. Je te donne un billet de 20, et toi, tu me rends un billet de 10. Et donc, c'est pour ça que tu parles en partie du TXO. Là, je t'ai parlé d'adresse de change, etc. Mais en fait, à chaque fois que tu fais une transaction, tu vas avoir donc, ce qu'on appelle un UTXO qui veut dire que tu... Enfin, je ne me rappelle plus d'ailleurs exactement le nom, ce que signifie UTXO. C'est les sorties non dépensées. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, tu vas avoir les sorties non dépensées qui vont... en les regroupant tout ensemble, te donner le solde de ton wallet, si on peut dire, de ton compte Bitcoin. Est-ce que c'est à peu près ça globalement? Ouais, c'est Comment ça. tu simplifierais la chose? Parce que là, peut-être que c'est encore un peu complexe et abstrait pour les gens. C'est important de le comprendre parce que justement, ça renvoie à deux designs un petit peu opposés qu'on va trouver dans les cryptos. C'est soit on est sur des modèles dits du TXO, ce que tu viens de décrire, soit sur des modèles type Ethereum de compte, où là, on va avoir un contrat et on fait des soldes. Mais le premier modèle historique, c'est le modèle du TXO. Alors, je reviendrai sur ton exemple, puis je préciserai même qu'on est vraiment dans un monde scriptural. Donc, c'est tout l'écrit, tout ça. C'est même pas des billets. Enfin, je veux dire, cet argent, il reste toujours dans le réseau Bitcoin. Donc, dans le réseau Bitcoin, on a un compte, en fait, on a un réseau Bitcoin qui a un registre avec des adresses. On pourrait dire, moi, mon adresse, c'est X, toi, c'est Y. Puis voilà, dans ce registre-là, chacun, on a notre adresse avec la somme des transactions qu'on n'a pas encore dépensées. Comme tu dis, ça va nous permettre de faire notre solde d'argent. Et donc, le système, à chaque instant, c'est à qui appartient chacun des bitcoins en circulation. Quand on transmet un bitcoin, c'est pas que je prends un billet dans ma poche et je te le donne et qui va dans ta poche. En fait, on est sur de la monnaie purement scripturale. Dans le système, si je te donne des bitcoins, ma signature, en fait, je vais signer. Un coin, c'est une chaîne de signature. Donc les bitcoins que je te donne, je vais les signer en disant que ces bitcoins-là, je sais pas, 0,5 bitcoin que j'avais dans mon wallet, je vais les donner à ton wallet. 6 mois pour te payer ces 0,5, je suis obligé de brûler une UTXO de 1 bitcoin. J'avais 1 bitcoin uniquement dans mon wallet. J'ai reçu 1 bitcoin, je veux te donner 0,5. Je vais te les envoyer. En fait, mon wallet va envoyer 2 transactions. La première, ça va être les 0,5 que je te donne. Elle va partir à ton wallet, donc ça va être juste... On va avoir aujourd'hui une nouvelle... ces 0,5, ils vont avoir une adresse, une clé à la fin, qui indique que c'est cette clé qui peut les débloquer. C'est la tienne. C'est toi qui pourras demander de les débloquer. D'un autre côté, comme tu as fait la référence au change, moi j'avais un bitcoin... Les 0,5 qui me restent, ils vont me revenir via une nouvelle UTXO qui m'est renvoyée à mon wallet. Et donc, encore une fois, les UTXO, comme ça, elles se dépensent. Une fois qu'elle a disparu, le réseau Bitcoin peut la supprimer. Il va juste comptabiliser les nouvelles. Donc, c'est la manière qu'il a de savoir à chaque instant combien de Bitcoin est dans quel compte, enfin, circule dans quel compte. Sur Ethereum, c'est différent, puisque de toute façon, les tokens c'est des contrats. Et donc, sur chaque contrat, on va avoir le contrat d'un token avec des adresses. Et puis, si tu m'envoies 0,5, j'en avais un, on va faire 1 moins 0,5, il va m'en rester 0,5. C'est plus exactement le même délire. C'est pour ça que beaucoup de bitcoiners disent que Bitcoin est quand même un peu mieux pour la vie privée, entre guillemets, qu'Ethereum, parce que c'est un peu plus compliqué de suivre vraiment tout ce système du TXO et de transactions pour remonter exactement tout ton portefeuille. Bon, après, il y a des outils qui le font vraiment très bien. Ça, là, je veux dire, à la main, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait faire via Ethereum. Si tu dois protéger tes UTXO et ta vie privée, c'est que tu ne dois pas le faire à la main. Enfin, je veux dire, si tu dois vraiment les gens mal intentionnés qui veulent des infos sur toi, ils les trouveront. Donc, encore une fois, si c'est vraiment, enfin là-dessus, si c'est juste parce que c'est plus difficile à la main, non, si tu veux te trouver, tu peux, tu passes par Chainalysis ou autre. Donc là-dessus, non, je pense pas que ça soit les vrais arguments. On attend du ZK, là, on veut du zero knowledge. Il faut des solutions sociotechniques qui soient vraiment garanties. Et quand on voit d'ailleurs, mais ça, c'est un enjeu qui est beaucoup plus large que les cryptos. Hein. Quand on voit aujourd'hui, là, ça fait 2 semaines que je crois que la France a 68 millions de Français. On leur donnait privé, sur le dark
Darknet. Aujourd'hui ou hier, je crois que c'est la Fédération française de golf qui s'est fait pirater. Donc il y a toutes les adresses de Xavier Niel, de tout le monde, avec toutes les infos personnelles. Donc ça touche vraiment la totalité des Français. Ça nous rappelle qu'en fait, la vie privée, c'est important, mais on a besoin d'avoir c'est bien les listes. Mais il faut faire attention aux listes. L'histoire nous rappelle qu'elles peuvent servir à des choses un peu terribles. Et donc pour revenir sur Bitcoin et sur la vie privée, en fait, maintenant c'est, je pense, de moins en moins vrai, mais beaucoup de personnes pensaient que Bitcoin était anonyme, alors qu'en fait il est pseudonyme, et surtout qu'on peut tout tracer et qu'on peut tout remonter. C'est pour ça que ça a été très utilisé au début par des personnes qui voulaient acheter de la drogue sur du dark web ou autre via Silk Road. Mais on se rend compte qu'en fait, progressivement, ces criminels se détournent quand même un petit peu de Bitcoin. Bon, même si avec les affaires récentes d'enlèvement ou de séquestration, on voit que les criminels n'ont pas encore très bien tous compris ça. Il y a quand même eu une conscience auprès des criminels qui utilisent la technologie. Que en fait c'est pas du tout anonyme. Mais moi j'adore parce que en fait quand on touche à cette question, c'est là où on voit l'absence d'espace de discussion. Je veux dire, entre le traitement médiatique de cette question, c'est les crypto-monnaies, c'est de l'argent sale, c'est de la vente de drogue, et que vous rencontrez le premier gendarme qui s'occupe de ces questions, qui vous dit mais non, mais moi j'adore le Bitcoin parce qu'en fait c'est tellement transparent qu'on peut les choper les mecs. Vous vous dites il y a quand même un problème quoi. On donne comme point de vue à tous l'idée que c'est profondément dangereux, bidule, alors qu'en fait, les gens en charge de la sécurité vous disent « Mais non, on adore Bitcoin, en fait. Ça permet de trouver les gens. Les vrais criminels, c'est grâce au système bancaire et financier qu'ils fraudent et qu'ils blanchissent la prostitution, la vente d'armes et la vente de drogue. » Donc, encore une fois, là, ça fait partie de ces représentations très fausses de Bitcoin sur lesquelles ça serait bien effectivement que les citoyens soient éclairés. C'est pas anonyme, c'est pseudonyme, et aujourd'hui, avec d'ailleurs les réglementations MiCA qui viennent d'être passées, tout sera très largement transparent, on va pouvoir remonter à tout. Ce n'est pas effectivement les monnaies de prédilection du crime, au contraire. Changer de sujet là un petit peu, j'aimerais avoir ton avis sur est-ce qu'un jour pour toi Bitcoin sera monnaie légale, et qu'est-ce que ça impacterait si Bitcoin serait utilisé vraiment comme moyen de paiement en comparaison avec du fiat ou de l'euro. Qu'est-ce que tu appelles monnaie légale ? Monnaie légale, avoir le cours légal, comme... Avoir cours légal, c'est-à-dire qu'un commerçant ne peut pas t'empêcher, entre guillemets, de payer en Bitcoin. Un peu comme ce qui s'est passé au Salvador, ils sont un petit peu revenus en arrière. Si tu me demandes si je veux ça, je veux surtout pas ça. Je veux dire, waouh, quelle horreur. Imposer aux gens d'utiliser Bitcoin, ça serait pour moi vraiment... Déjà, je me sens pas particulièrement cypherpunk ou crypto-anarchiste. Anarchiste plutôt, mais d'autres obédiences. Mais non, moi, pour moi, c'est pas forcément imposé. Ouais, peut-être que c'était pas forcément... C'est plus légal, permettre aux gens de pouvoir dire « j'accepte le Bitcoin ». Ça, je serais complètement pour. Qu'on n'ait pas que ce soit en fait exactement pareil que pouvoir payer en euros, de pas avoir de déclarer de plus-value, ce genre de choses-là, une sorte de libre concurrence des monnaies, un peu comme comme Hayek, c'est ça, si je dis, comme les économistes un petit peu autrichiens. Moi, l'idée qu'il y ait plusieurs monnaies qui circulent sur un même espace territorial, ça me va. J'aime bien la diversité, je pense que ça fait partie un petit peu de l'espace démocratique. Par contre, je suis pas dupe. Que le milliardaire puisse aller dans une zone économique, puis payant en cash, ne plus payer aucune taxe, je vois bien ce que ça peut signifier. Déjà qu'ils ne payent pas ce qu'ils doivent, et que c'est plutôt les pauvres qui contribuent par leurs impôts aux dépenses publiques, je trouverais ça fort de café qu'on leur permette de payer encore moins ce qu'ils doivent. Donc encore une fois là-dessus, tu vois, ça faut pas aller trop vite en besogne. Moi, qu'on puisse accepter le Bitcoin en paiement, je serais pour. Ça veut pas dire que quelqu'un qui fait des plus-values de plusieurs millions ne doive pas les déclarer. Enfin ça me paraît... Tu fais des plusieurs millions de plus-values, bien entendu que tu devrais les déclarer. Enfin moi, ça m'apparaît assez logique en fait. Je le voulais pour des très riches, je le veux pour les crypto-gars, je le veux pour tout le monde en fait. Ce que je trouve très injuste, c'est qu'on demande aux gens de la crypto de payer plein pot tout sans pouvoir effectivement dégréver par exemple leurs pertes. En fait, on a fait du crypto guys l'épouvantail, et donc sur lequel on peut taper très facilement. Et qu'on soit clair, les crypto guys ont prêté le flanc.
Faut voir un petit peu ce qu'on... cette figure tutélaire du crypto-bro, c'est pas vraiment... Voilà, c'est quand même quelqu'un que, de mon point de vue, est assez antipathique. Et je comprends que les gens à la télé se tapent dessus. On le voit bien d'ailleurs, même quand comme tu le rappelles, c'est terrible en France. Là, on a des exactions, on a des gens qui se font séquestrer, des violences inouïes, et on a même des gens qui trouvent ça normal. Comme quoi, ça vraiment, on a une normalisation de... On nous a fait passer pour des monstres. Enfin, les gens qui sont dans la crypto aujourd'hui, on nous fait passer pour des salauds. Je tiens à dire, c'est peut-être aussi que certains ont donné le bâton pour se faire battre. Il faut voir aussi dans les comportements qu'il y a sur les réseaux, sur les raisonnements des uns et des autres. Mais voilà, moi, si le but, c'est de demander qu'on paye rien à l'État, c'est pas ma came, non. Les crypto-bros, ils sont là parce qu'ils ont eu un État, en fait. Donc, je veux qu'on paye des impôts, moi. Après, c'est parce que peut-être que les gens dans la crypto sont associés aux riches, qu'il y a quand même peut-être, je ne sais pas si on peut appeler ça une détestation des riches en France, entre guillemets, ou en tout cas qu'il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre les personnes considérées de la classe moyenne avec les plus riches, et qu'il y a peut-être effectivement cette association-là qui se fait. C'est quand même terrible cette société où 80% des gens sont locataires face à 10% de propriétaires et en plus ces salauds de 90% ils n'aiment pas les proprios qui leur augmentent leur loyer tous les mois ou tous les ans. Enfin il y a quand même un côté ridicule moi je trouve dans ces affirmations. Enfin là-dessus vous avez compris moi je suis de gauche donc forcément je capte pas tout ça. Je ne me les ferai pas plaindre, ces 10% les plus riches. Ils ont tout le temps. J'ai été prof à leurs enfants. Les mecs à 16 ans, ils avaient la Rolex. Ils foutaient rien. Enfin bon, c'est quand même un peu particulier. Si je me rappelle de quelqu'un qui nous expliquait qu'à la fin de sa vie, il faut avoir une Rolex pour l'avoir réussi, ben moi j'aime à me rappeler quand même que j'ai eu face à moi des enfants qui n'avaient pas commencé leur vie, qui l'avaient déjà gagnée. Ça doit être la fameuse méritocratie dont se gargarisent nos bons libéraux là. Du coup, Bitcoin compatible avec des idées de gauche? Parce qu'on entend beaucoup aussi Bitcoin, c'est très approprié par la droite, l'extrême droite, de plus en plus d'ailleurs actuellement. Qu'est-ce qui explique que la gauche ne se l'approprie pas plus que ça? Alors même si ça a quand même tendance potentiellement à changer, on a vu quand même quelques députés se saisir de ça, on a vu François Hollande discuter avec quelques bitcoiners, etc. etc. Mais qu'est-ce qui explique le fait que c'est plutôt la droite, l'extrême droite, Zemmour, Knafo, Ciotti, etc. qui se l'approprient? Il faut faire de la sociologie électorale, je pense. Alors bon, déjà moi, tu me vois rigoler quand j'entends parler de gauche et de François Hollande. Enfin, à un moment, faut quand même être un petit peu sérieux, quoi. Bon, je parle le Parti socialiste socialiste de gauche depuis que... Moi, enfin, j'ai 41 ans, hein, je l'ai jamais connu de gauche, le Parti socialiste, en fait, depuis que je suis né. Donc je suis toujours surpris de voir de gens très jeunes me parler d'un Parti socialiste qui serait de gauche. Les mecs qui font du 49-3, qui nous envoient les flics dès qu'on peut, qui privatisent tout. Enfin, à un moment, il faut avoir une culture politique et militante, quoi. Et quand on a une culture politique et militante, logiquement, on sait que ça, c'est pas de la gauche. Mais bon, reprenons. Moi, à l'inverse, je dirais, mais tiens, moi, je trouve ça super surprenant de voir autant... Et je me suis fait laminer ils n'ont pas aimé que je fasse ça à Annecy la dernière fois. Mais j'aime bien, moi, quand même, aller mettre le nez dans le caca des bitcoiners, parce que c'est quand même des gens qui se revendiquent être des libéraux. Ils aiment la liberté de tous. Ils n'aiment pas la violence. Les hommes sont libres, sont nés libres et égaux en soi, qu'importe les couleurs de peau, les sexes, Non. Et d'un coup, ils en viennent à soutenir, comme tu le dis, plein de gens d'extrême droite qui soutiennent la crypto. Alors, on va pas mettre tous les bitcoiners dans le même sac. Hein, mais beaucoup. En tout cas, effectivement. En tout cas, ceux qui sont visibles, peut-être ceux qui parlent beaucoup, alors, une partie. On les rend visibles, c'est ça qui m'intéresse moi. Là, par contre, c'est vraiment, c'est important de le souligner, ceux qui sont visibles. On nous a présenté les hamousses, les libéraux, on nous les a mis partout. Ceux qui avaient des visions pas libérales de Bitcoin ou des crypto-monnaies, on les a moins vus. Hein. On en a moins entendu parler, il y en a plein, en fait. Mais moi, je les ai découverts sur le tard, ces gens-là. Alors, être bitcoiner, c'est être contre la coercition. C'est contre la violence. Contre la violence politique. Bon, on va pas parler de ce qui se passe. Enfin, ces gens-là ont confiance en Zemmour et Knafo ou le Front National pour la non-coercition. Là, moi, vraiment, j'y comprends rien. Donc, il faudrait que se positionnent vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'ils connaissent de ces partis politiques-là? Est-ce qu'ils ont vraiment l'impression que ces partis politiques-là défendent ce que eux croient défendre? Je veux dire, l'extrême droite, c'est l'extrême droite, quoi. La coercition, ils aiment ça.
Quand on est d'extrême droite, on ne considère pas que les gens sont libres et égaux en droit. Il y en a qui sont plus libres que d'autres. Quand on rend, par exemple, une crypto-monnaie, quand on donne un cours légal à une crypto-monnaie, on ne court pas après la liberté, on oblige là les gens. Là, on parle effectivement de l'Amérique du Sud. Mais voilà, moi, toutes ces choses qui ont beaucoup plu aux bitcoiners, alors que pour moi, ça incarne quand même un peu des choses assez opposées à Bitcoin, je suis assez surpris. Pour revenir à ta question, en France en particulier, je pense que la gauche française est assez éloignée des questions de technique. Je serai le premier à en pouvoir en témoigner, puisque je pense que c'est cet objet de recherche qui m'en rapproche. Et j'aurais été le premier à être peut-être très dubitatif là-dessus. Mais ouais, je pense qu'en France et en Europe, contrairement par exemple, il y a une histoire de la gauche en Amérique latine, par exemple, très très technicienne, puisqu'ils ont bien vu que la cybernétique et la planification étaient liées. En fait, on peut planifier vachement plein de trucs avec des gros ordinateurs quantiques, quoi. Parce qu'en fait, on a une capacité de calcul, la capacité d'avoir de l'info. Donc voilà, pour moi, rien n'est incompatible. De toute façon, c'est une technologie open source, donc il n'y a pas de politique. Contrairement à Golumbia, je ne peux pas dire que Bitcoin est de droite. C'est faux, Bitcoin n'est pas politique. Bitcoin sait ce qu'on en fera. C'est un objet sociotechnique qui vit. Il change dans ses propriétés. C'est tout le travail de ma thèse. Donc, oui, aujourd'hui, il a été plus approprié par les gens d'extrême droite, sûrement parce que ces gens d'extrême droite, ont vu tout de suite un intérêt pratique. Moi, je me rappelle tout de suite qu'aux États-Unis, c'est plutôt les groupuscules néo-nazis qui n'avaient pas accès au compte bancaire. Eux, ils étaient sanctionnés là-dessus, ils ont ouvert des comptes en crypto, ils ont reçu des dons en bitcoin, et puis maintenant, ils sont blindés de thunes. On peut trouver ça terrible, mais on aurait pu se dire, tiens, peut-être qu'il aurait été intéressant de le faire pour toutes les assos, pour tous les groupes, en fait. Faut peut-être pas attendre que son compte en banque soit fermé par un État renégat pour se mettre dans l'idée qu'une peut-être partie de nos dons peuvent être reçus dans un système plus protégé. Donc, moi, je ne pense pas que Bitcoin ou les crypto-monnaies soient fondamentalement plus de droite ou de gauche. Je pense que tout un chacun peut se les approprier. J'aimerais d'ailleurs, moi, que ce que j'appelle la gauche se l'approprie beaucoup plus. C'est des logiciels libres, c'est des technologies, c'est des arrangements qui vivent, donc on peut les faire vivre, et ça serait intéressant aussi que les gens plus de gauche fassent vivre ces questions-là. Mais voilà, moi Comment tu les convaincs? Comment tu convaincrais quelqu'un de gauche, un politique de gauche, de s'intéresser à Bitcoin? Je pense qu'en fait, on s'est peut-être aussi trompé Je pense qu'il faut peut-être pas essayer de convaincre. Ou s'intéresser, ne serait-ce que s'intéresser. Il faut les intéresser. Donc déjà, il faudrait les écouter. Essayer de déconstruire ces fameux pensifs qu'on entend partout et qui ont vraiment extrêmement la vie dure. Donc oui, il y a l'écologie, c'est vrai qu'on les a pas tous faits, mais il y a la consommation énergétique. Ils sortent tout le monde. Et puis alors, il faudra peut-être distinguer l'espace. Enfin, quand on parle de ça dans l'espace public, alors tous les pensifs sortent, puis dans les espaces privés. J'ai quelqu'un comme Marc Alizard qui m'a dit que lui avait parlé de ces questions-là avec quelqu'un comme Mélenchon et qu'il avait eu une oreille plutôt ouverte. Donc encore une fois, il faut arrêter de faire passer les uns et les autres pour des anti-ci et ça. Un mec comme Mélenchon, il voulait envoyer l'armée sur Francfort. Lui aussi, il n'est pas content d'avoir une banque centrale indépendante des peuples. Donc ça, là-dessus, je partage son point de vue. Je pense qu'il pourrait aussi voir que ça peut être intéressant d'avoir des monnaies transparentes. Mais encore une fois, chez moi, les bitcoins et les crypto-monnaies ne remplaceront jamais les monnaies nationales. Ça reste des monnaies complémentaires. Et je trouve ça très bien comme ça. Mais ce n'est pas des monnaies de remplacement des monnaies nationales. Mais voilà, je pense qu'il faut en discuter. Je pense qu'en fait, il faut faire son dada. Là-dessus, j'ai peut-être été aussi, moi, historiquement, j'en arrive à un peu dans cette posture de Satoshi, quoi. Si je t'ai pas convaincu, tant pis, j'ai pas de temps à perdre, je vais faire mon truc de mon côté. Je peux pas lutter, je vois bien, moi, j'ai des potes de gauche, on peut pas en discuter, c'est toujours les mêmes choses. Bon, tant pis, on n'en discute plus, ils feront leur truc. À un moment, faut pas non plus attendre. Si les gens, dans leur pratique, n'ont pas besoin de Bitcoin, c'est que ça les intéresse pas. Encore une fois, j'ai pas à dire à un groupe militant, ouais, les cryptos, c'est génial, tu pourrais monter une DAO pour créer un fonds de grève international. S'ils n'ont pas encore fait émerger cette idée-là par eux-mêmes, c'est qu'ils n'en ont pas besoin, en fait, de ça. Donc ça sert à rien. Ils ont déjà leur système. Ça viendra, en fait. Donc, faut faire ce qu'on a à faire de notre côté. Il y a encore c'est des technos qui sont encore extrêmement immatures. Je pense qu'il y a des questions de statut juridique qui sont encore vraiment à questionner. Je pense que le cas, vraiment, la question de Aave,
depuis 2 semaines, soulève plein d'enjeux sur le côté encore immature de l'écosystème. On a cru qu'on pouvait créer des organisations humaines hors statut public ou privé, enfin hors statut juridique, et c'est faux. Pour revenir sur... alors moi je dis AAV, il y a différents sons de cloche, mais oui, il y a ce côté effectivement, derrière AAV, il y a Avara, la société qui détient AAV, puis il y a les détenteurs de tokens AV, et donc il y a 2 visions qui s'affrontent pour un peu qui va récupérer une partie des gains générés par l'application et ça pose tout de suite la question de quel était le cadre juridique dans lequel cette organisation humaine s'est créée. Et moi, je trouve ça enthousiasmant, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Ouais. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder. Tu l'as parlé en introduction, tu as dit que tu étais plutôt décroissant, c'est ça? Eh bien, j'aimerais savoir un petit peu est-ce que tu penses que Bitcoin peut s'inscrire déjà dans un monde décroissant ou dans une volonté de décroissance, et comment est-ce que ça pourrait se matérialiser? Moi, la première chose à laquelle je pense, c'est Bitcoin. Souvent, ce qu'on dit, c'est que les gens qui achètent du Bitcoin ont une préférence temporelle élevée, c'est-à-dire préférence temporelle faible plutôt. Ouais, plutôt faible. Ou je sais plus, préférence temporelle élevée ou faible, j'ai un doute, mais en tout cas, ils vont avoir tendance à pas acheter des trucs inutiles dans les 2 prochains mois, parce qu'ils savent que la valeur d'un Bitcoin va prendre... Ils pensent que le Bitcoin va prendre en valeur, et qu'ils pourront acheter peut-être une voiture, une maison dans 10 ans, plutôt qu'un téléphone à l'heure actuelle. Est-ce que toi, tu penses que ça rentre un peu dans cette idée de décroissance et de monde décroissant? Parce que là, on repousse la consommation plus tard. C'est pas comme ça que je le vois, en fait, du tout, mais... tu peux pas... Enfin, vraiment, là, pareil, on est vraiment dans des arguments tellement libéraux, les gens sont pauvres, mais parce qu'en plus, ils épargnent pas, quoi. Ils sont cons, quoi. Ils pourraient mettre un peu d'argent de côté, gagner un petit peu d'intérêt tous les mois, à terme, ils auront un appart. Enfin, je veux dire, c'est des raisonnements absurdes. Si les gens, ils épargnent pas, si on a 30% des Français qui ne peuvent pas épargner, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de revenus, en fait. Et que la totalité de leurs revenus, au 15 du mois, elle a été dépensée par leur consommation finale. Donc, encore une fois, cette capacité de déplacer ta consommation dans le temps, tu ne l'as que si tu es plutôt aisé et que tu as donc une propension à épargner. Il y a plein de Français ou plein d'acteurs économiques qui n'ont pas de propension à épargner, point. Ils n'en auront pas les moyens. Donc moi, ça me pose tout de suite un petit peu un problème. C'est pas du tout comme ça que j'aborde cette question-là. Moi, ce que je sais, c'est que pour moi, on va trop loin, il faut qu'on ait un cadre social. Il faut que nous, en tant que collectif sur cette planète, on puisse s'entendre les uns et les autres sur ce qu'on s'autorise à faire et ce qu'on ne s'autorise pas à faire. Voilà. C'est pas à moi de vous dire ce que tu dois faire ou pas, mais on doit pouvoir en discuter, quoi. Si tu considères que tu as le droit de prendre tous les jours ton jet privé pour faire 3 tours de la planète parce que tu n'en as rien à foutre et que tu as les moyens de le faire, moi je considère que tu n'as pas les moyens. Que la gabegie qui est la tienne, tu l'as fait payer à d'autres et donc tu as du sang sur les mains. Donc on doit en discuter les uns et les autres. Ce que je vois, c'est que dans cette société, les alliances sociodémographiques font que moi j'ai pas le pouvoir. Ça fait 30 ans que je vote pour les mêmes, 30 ans que je suis dans la rue, dès qu'il y a des manifs, je perds. Les manifs sont de plus en plus violentes, on essaie de plus en plus de nous faire du mal, de nous crever les yeux. J'avoue, j'ai un peu moins je vois moins comment faire changer les choses. Et je me suis donc tout de suite dit, en fait, il faut aussi des moyens de faire sécession et de dire stop, je le refuse votre système. Pour moi, Bitcoin, c'est ça que ça m'offre. Déjà, une partie de cette épargne que je pourrais éventuellement avoir, je peux la mettre là. C'est pas le banquier qui va pouvoir utiliser ces fonds pour offrir des crédits à des boîtes qui font de l'énergie fossile ou de la saloperie, quoi. Déjà, je peux choisir où va mon argent et à quoi il sert. Et puis, voilà, ça, c'est déjà vraiment pour moi le plus important. C'est que je me réapproprie mon épargne. Elle ne circule pas là où je veux pas. Ça, c'est important, parce que dans le système bancaire et financier, il y a ce qu'on appelle le float. L'argent qui y est, il est dans les mains des intermédiaires, et les intermédiaires, ils peuvent le prêter à la minute, à l'heure, et ça rapporte beaucoup d'argent. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'ai appris que politiquement, j'y arrivais pas. Moi, quand je manifeste, les gens en face, même quand je vote, même quand les gens pour qui je vote sont majoritaires à l'Assemblée nationale, même s'ils ne sont pas majoritaires absolument, eh ben, on leur donne pas le pouvoir, alors que c'est la première fois depuis la Ve République que c'est le cas, ça. Moi, j'ai fait du droit constitutionnel. Je peux vous dire que ce qui s'est passé cette année, c'est nouveau. Waouh, on a une élection et pour une fois, on n'a pas respecté le vote. Cool, man. Mais ça devrait choquer beaucoup de monde, tout ce qui est en train de se passer.
Moi, ça me choque. Je vois que ça choque plus personne. Bon, j'ai tendance à vouloir avoir des moyens de me protéger, en fait, contre la saloperie. Et Bitcoin m'offre cela. C'est un moyen de pression pour moi contre les gouvernements qui sont de moins en moins démocrates et qui sont de plus en plus dans la saloperie, quoi. Mais c'est comme ça que je le conçois. Je ne conçois pas Bitcoin comme une monnaie qui va me permettre de... C'est une monnaie spéculative, c'est une monnaie déflationniste. Je ne suis pas sûr que... Puis, pareil, quand tu postules qu'elle va permettre la décroissance parce qu'on va potentiellement retarder nos achats, c'est vraiment comme si Bitcoin était... Dans toutes nos vies, il n'y avait plus que Bitcoin pour payer. Ça ne sera jamais le cas. Enfin, moi, pour le coup, je ne vois pas un monde où Bitcoin est une monnaie... Enfin, a pris le rôle de la monnaie nationale. Ça ne marcherait pas. Ça jouera un rôle monétaire. Je rappelle que, c'est mes travaux, hein. La monnaie, en fait, c'est cette histoire historique où il n'y a qu'une seule monnaie très homogène. C'est très, très récent dans l'histoire de l'humanité. C'est plutôt 19e siècle, 20e, qu'avant, il y avait toujours plein de monnaies différentes qui circulaient. Le roi ou le pouvoir politique en question régulait ce qui s'y passait, en tout cas, et tentait de le faire. Mais voilà, pour moi, c'est ça qui est souhaitable. Maintenant... Je ne fais pas de Bitcoin l'alpha et l'oméga de la totalité des changements dans ma vie, en fait. Et ça, je pense que c'est là où, par exemple, je suis pas comme n'importe quel des bitcoiners. Quand je me prends la parole sur les gens d'extrême droite et les bitcoiners qui les soutiennent à Annecy et qu'on tombe à bras raccourcis dessus, là, vraiment, j'ai la salle qui était choquée, et puis j'ai eu 30 personnes qui m'ont suivi en mode « t'as dit quoi ?» Désolé. Moi, ça me choque pas. Moi, je suis choqué d'avoir des gens qui m'expliquent qu'en fait, ils peuvent voter pour un type uniquement parce que sur Bitcoin, ils sont d'accord avec lui. Parce que moi, si je trouve un mec qui est sur Bitcoin à peu près d'accord avec moi, je vais aller regarder partout ailleurs. Et c'est là où c'est pas l'alpha et l'oméga. Si sur le droit des femmes, si sur le droit des minorités, si c'est des gens mais qui sont des vrais fascistes, les mecs qui nous parlent de réimmigration, quoi. Ils veulent balancer des gens à la mer. Je veux pas avoir confiance en eux. Surtout, comment être bitcoiner et avoir confiance en des gens aussi violents, en fait? Et ça, je ne le comprends pas. Et par contre, je suis très en conscience en mettant un miroir devant les bitcoiners. Ça leur plaît pas, ils montent sur leurs grands chevaux. Je suis pas sûr que vous regardiez bien en face, là. Vous êtes en train de soutenir des fascistes. Des gens qui valorisent la violence, qui valorisent le fait que l'État puisse casser vos vies privées, vous mettre en taule pour un oui ou pour un non. Ça me paraît quand même très, très dangereux. C'est pas mon cas. Et c'est aussi ce que je cherche dans les crypto-monnaies. C'est des voies d'échappatoire. Moi, j'ai tout de suite vu dans ces monnaies... J'aime le militantisme. Je considère que j'ai pas de problème avec la violence militante, puisque je considère qu'elle répond à une violence sociale qui est réelle. Et quand je parle d'œil crevé, je vous l'ai dit, hein, moi, dans les Gilets jaunes, j'y étais, donc je les ai vus. Voilà, quoi. À un moment, il faut pouvoir réagir. Nos gouvernements trouvent très violent qu'une partie de la population ait créé une petite monnaie pour elle-même, pour éviter de tout le temps se faire taper dessus. Moi, je trouve ça bien, parce qu'en fait, on leur montre qu'on a des moyens aussi de leur mettre la pression. Et c'est en cela que je trouve ces outils intéressants. C'est intéressant d'avoir un point de vue qui diffère un peu de ce qu'on entend régulièrement dans les cryptos ou dans l'écosystème Bitcoin, donc merci. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on finisse ce podcast? Moi, c'est juste, si je peux dire quelque chose avant de finir, c'est que si ça vous intéresse, si ça intéresse nos auditeurs d'avoir un podcast un peu plus poussé sur l'histoire de Bitcoin, toutes les problématiques que Bitcoin a rencontrées, de potentiels hacks, de risques, etc., n'hésitez pas à nous le dire et on refera un épisode pour rentrer un peu plus dans le détail. Éventuellement, c'est sûr qu'on avait prévu plein de choses. Il y avait effectivement cette question des crises. C'est un petit peu le cœur de mon travail et je trouve que c'est vachement important parce que les crises montrent en fait où se trouve le politique. Montrent que justement que les bitcoiners s'opposent les uns avec les autres, qu'ils n'ont pas les mêmes idées de la monnaie. Et donc oui, je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, si vos auditeurs le souhaitent, je serais ravi de refaire un travail plus poussé avec éventuellement même des slides et ainsi de suite sur ce qu'est une crise Bitcoin, comment ça se règle, quel est le rôle des Bitcoin Core, la structuration et ainsi de suite. Avec plaisir. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour finir, peut-être au propos de ta thèse, ou est-ce qu'on peut la consulter? Je mettrai peut-être un lien. Elle est consultable en ligne. Hein. J'ai un site internet sur lequel on la trouve. Vous la trouvez sur LinkedIn, vous devez la trouver sur Twitter. Moi, je suis ravi qu'elle serve aux académiques pour peut-être s'ouvrir un petit peu à ces questions de manière plus ouverte, puis aussi aux coiners. Moi, je sais que là-dessus, j'ai pris grand soin à faire que mon travail soit compris et audible par les bitcoiners. Et
quand bien même je sais qu'on ne partage pas les mêmes idéologies politiques, eh ben, je suis quand même très content parce que je vois souvent, en fait, ils reconnaissent quand même un vrai travail. Des vraies compétences. Et je pense que c'est ça la base de la discussion. Moi, ce qui me choque dans les CNAFO, dans tous ces engagements-là, c'est qu'on est quand même en train de voir des gens qui font du mal à leurs opposants politiques. Et je pense que ça devrait être une règle d'or. On doit se battre jusqu'à la mort pour défendre la liberté de celui avec qui on n'est pas d'accord de discuter. En tout cas, pour moi, ça, c'est une règle. Et quand je vois des gens qui me disaient ça, le free speech, free speech, free speech, et qui nous ont soutenus, en tout cas, quand je vois comment le monde crypto a pu soutenir l'avènement de Trump avec ce qui est en train de se passer, des polices cagoulées qui arrêtent les gens en fonction de la couleur de peau, on arrête des enfants, enfin... J'avoue, moi, la dernière année et demie a été lourde pour moi. Je trouve que les bitcoiners, ils avaient déjà une mauvaise réputation. Certains aiment à les dresser comme de méchants ultralibéraux, réactionnaires et d'extrême droite. Je suis le premier, à travers mes travaux, à dire attention. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais ils ne le sont pas tous comme ça. Et ce qui est plus intéressant de concevoir, c'est que la communauté crypto est diverse. Et c'est pour ça qu'il y a du conflit et qu'il y a des crises. Mais effectivement, depuis 1 an et demi, je trouve que les crypto guys, faites gaffe. Vous avez un rôle à jouer aussi dans la manière dont cet outil il est perçu. Et si vous fascissez trop, il ne faudra pas vous étonner si les antifascistes, ils n'ont pas envie d'utiliser vos outils. Parce que franchement, quand on voit les arguments de certains, on n'a pas envie d'être de leur côté, alors même qu'on est face à des technologies qui, de mon point de vue, moi, me semblent intéressantes. Donc j'appelle, effectivement, comme souvent, n'oubliez pas, les quelques groupes anarcho-communistes en Ukraine ils sont minoritaires malheureusement, mais ils ont accepté les bitcoins pour pouvoir se défendre. Il y a des groupes LGBTQI, il y a des groupes féministes aux États-Unis qui le font aussi. On doit pouvoir avoir des femmes qui doivent se payer des pilules contraceptives en bitcoin. Voilà, c'est ça les usages que je veux avoir, en fait, des usages de contournement, de politiques tyranniques et mauvaises. Et donc, peut-être à plus réfléchir aussi à quel écho politique on veut avoir. Et peut-être pas soutenir n'importe quel homme politique parce que dans son discours, il a mis Bitcoin, alors qu'en fait, la première chose qu'il va faire quand il arrivera au pouvoir, c'est de faire peut-être l'inverse de ce que vous attendez. Parce que j'ai toujours, moi, une incompréhension totale entre... Je vois pas de point commun entre la philosophie d'un Zemmour, d'un CNAFO, d'une Marine Le Pen avec même un Timothy May, alors même que des gens comme Timothy May ou Nick Szabo sont profondément racistes, je le sais. Mine de rien, dans leur philosophie cypherpunk, il y a des choses qui devraient ne pas aller avec ça. Mais voilà. Merci, Chacun voit Maël. midi à sa porte, chacun fait le ménage, mais bon, voilà, on est dans une société assez tendue et je pense qu'on a un travail intellectuel à faire, réfléchir où on se positionne. Merci beaucoup, Maël. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Salut. Ciao.